Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je suis pas. On devait être trois cette semaine et je suis tout seul. Ils sont tous les deux, alors Rémi et Raphaël sont tous les deux cas contact, donc ils peuvent pas venir. Donc j'avais planifié la semaine pour trois bonhommes et là je suis tout seul, donc autant te dire que là c'est la misère. C'est la misère. Là j'ai mangé en un quart d'heure ce midi, je sais pas quelle heure il est au moins 19h30 voire 19h45 à mon avis. Je sais pas trop. Donc j'ai bien couru aujourd'hui, je le sens parce que j'ai mal, limite j'étais tellement à genoux, debout, machin, à courir partout, j'ai mal au niveau des hanches. Bon, de toute façon, je suis pas là pour me plaindre. Je vais te montrer un peu ce qui a été fait. Donc là, j'ai fait toutes les sorties de radiateur plus bétonné. Donc là, tiens, voilà, putain, j'ai oublié de faire du béton. Merde. Bon, bah là, tu vois, je vais devoir ressortir tout ce que je viens de ranger. C'est bien, parfait. Donc ici, il faut que je bétonne aussi. Là, ça a été fait, les attentes. Là, c'est pareil, ça a été une galère parce que là, c'était vraiment le rail, il est à ras du polyuréthane. J'ai dû faire des raccords parce que, bah, comme je te l'ai déjà expliqué, au niveau de la nourrice, j'avais déjà beaucoup trop de monde, donc je suis obligé de faire des pontages. Mais les pontages, le problème, c'est que ça prend du temps. Et en plus, avec le polyuréthane qui est contre le rail, je suis obligé de déligner le. Enfin, c'est. Franchement, c'est une perte de temps. Là, c'est pareil, j'ai dû faire des pontages, parce que d'habitude, je fais arriver deux tuyaux, tu vois, quand j'ai vraiment la place pour pouvoir faire une nourrice. Bah, je ramène tout là, directement. J'évite de faire des pontages, mais là, on n'a pas eu le choix de faire des pontages. Là, c'est pareil, là-bas, on a dû faire des pontages aussi. En passant, l'air comprimé, ça y est, je l'ai redécalé, je l'ai repositionné là, je l'ai mis des fourreaux dessus, que j'ai fait rentrer dans la boîte co, dans les fourreaux en 40. Donc, c'est des fourreaux de 25. Je l'ai fait rentrer dans le multicouche jusqu'à temps qu'il re-rentre dans le fourreau de 40 et après j'ai tout bétonné. Ici c'est pareil, j'ai bétonné bah, les arrivées, tu vois, vidoir, chauffe-eau, etc. J'ai fait les attentes radiateurs ici, j'ai fait les attentes lavabo, donc là ici, donc ça c'est pareil, j'ai mis un rail le temps que le béton y tienne, parce que forcément le PE est un peu plus souple que le multicouche. Donc là c'est pareil, obligé de faire des raccords. Alors ça pareil, là ce soir là, j'ai refait le point de tous les certissages. C'est-à-dire que je suis passé un par un sur chaque certissage pour être sûr que j'en ai pas oublié. Après, ouais, tant qu'on y est, en fait j'ai mis en place des fourreaux là avant qu'ils fassent le placo et que je suis obligé de redécouper le rail, etc. J'ai mis des fourreaux, j'ai mis deux fourreaux en 63. C'est ce qui va me permettre, en fait, les maçons avaient tiré les tuyaux d'aspiration pour les fauteuils. Et ils se sont plantés au niveau de la sortie de la dalle. Et donc ils sont venus taper. En tapant, ils ont pété le PVC. Enfin bref, donc là, ce que le client m'a demandé de faire, c'est de les repasser à neuf. Donc au-dessus, comme ils vont remettre un isolant avec une chape. Alors c'est pareil, ils vont devoir recouper l'isolant. Enfin bref. Chantier, c'est un truc. C'est un bon chantier en soi, mais franchement, il y a des trucs, moi je comprends pas au niveau organisation, c'est ouf. Mais bref, donc ça, je vais devoir repasser ici en apparent avant qu'ils remettent un isolant et qu'ils refassent la chape ici au niveau du fauteuil là. Donc en fait, je vais passer un PVC et tu peux pas mettre beaucoup de coudes. Déjà, tu peux pas mettre de coudes 90 degrés. C'est que des coudes 45 et c'est maxi normalement 2 fois 90 degrés. Enfin 4 fois 45 degrés. Donc tu peux faire une remontée là et une remontée là-bas. Donc j'ai tiré au droit, j'ai coupé au niveau des rails et je vais renfiler après ma barre, mais ça m'évitera de devoir découper les rails une fois que le placo y est mis. Là, en mettant ça, en fait, les plaquistes vont être obligés de faire une coupe et moi je vais pouvoir enfiler mon PVC à travers tout. Et là, j'ai mis mon laser pareil. Le deuxième fauteuil va partir de là. Je vais le faire passer là, ici, là et il va arriver là-bas. Donc voilà, ça ce sera à refaire en plus, c'est du travaux supplémentaire. Mais je te le montrerai la prochaine fois. Après, j'ai mis en place toutes les liaisons frigo. Donc ici, je vais avoir une clim qui va refroidir, enfin qui va climatiser le local technique, parce qu'il y a quand même pas mal de machines, ça risque de chauffer pas mal. Donc on va avoir une clim, mais pas de comme ça de l'autre côté, hein, côté local technique. Donc il y a une clim dans le local technique. J'ai ramené l'autre liaison frigo ici qui va être pour la salle d'attente.
Mais je vais faire mes connexions en apparent dans le local technique, parce que c'est pas gênant, dans un local technique ce sera toujours plus simple. Donc je vais la positionner ici, ma clim, à peu près au-dessus. Je vais refaire rentrer les tuyaux dans le local technique et je ferai mes connexions, plutôt que de les faire à l'intérieur, qui est toujours un peu chiant. Là j'aurai mes connectiques accessibles, mes connexions, mes jujons accessibles dans le local technique. Et là c'est fait pareil, j'ai ramené les liaisons frigo, je les ai redescendues bien droites, comme ça ils vont pouvoir fermer le placo ici, fermer le plafond, et là moi de toute façon j'ai une goulotte avec une pompe, parce qu'au niveau évacuation c'était trop galère ici. Donc on a une petite pompe qui va évacuer les condensats de la... Enfin les condensats de la clim, et ici pareil, donc ce sera le même principe. Donc là voilà, j'ai tout mis en place, bien droite, pour pas que ça les gêne, qu'ils puissent enfiler leur placo, faire leur plafond, et moi après je viendrai faire le reste une fois que les deux sont faits. Après c'est pareil ici, j'ai fait les attentes radiateurs, donc j'ai mis une petite embase à visser à l'intérieur pour qu'ils se tiennent, parce que j'arrivais pas à les mettre en place correctement, et puis au moins qu'ils bougent pas trop, au moins je suis sûr qu'ils seront à peu près à l'endroit où je veux, parce que si je les laisse comme ça, les plaquistes ils vont taper une fois à droite, une fois à gauche, et à la fin ils vont ressortir n'importe où. Donc là c'est pareil, là ici j'ai un radiateur de ce côté là, un radiateur de l'autre côté, avec les fameux collecteurs que je t'ai parlé vendredi là. Donc ça c'est pareil, je te ferai une petite vidéo là-dessus, mais tu verras, avec un tuyau de 16, tu peux arriver en 16, mettre un T, alimenter deux radiateurs l'un en face de l'autre. Donc là ça va être pas mal. Sachant que là je vais avoir une connexion sur le côté du radiateur, et de l'autre côté je vais avoir une connexion centrale. Donc au moins ce sera l'avantage, je pourrais te montrer vraiment les deux principes au niveau du radiateur. Donc ça ici c'est fait, ici c'est pareil. J'ai fait mon anthrax, et tu vois ce que je fais, c'est que pour garder mon anthrax de 5, je mets un petit bout de multicouche, tu as toujours des petites chutes. Je mets une petite chute de multicouche que je mets entre les deux tubes, et je mets un scotch. Comme ça me garde mon anthrax de 5, comme ça quand ils feront le trou, et ben, je suis sûr que c'est bon. Tu vois, j'ai fait pareil ici, tu vois. J'ai fait pareil là, j'ai mis un petit bout de tube, et j'ai scotché, nickel. Et au moins ton anthrax il reste toujours pareil. Ou au moins tu es plus ou moins bon, mais ça évite que tu vois qu'il aille à droite, à gauche, parce que les plaquistes là, tu vois, ils ont pas mis de rail, ils ont pas mis de placo encore, donc je veux pas que ça vadrouille dans tous les sens. Et ouais, si ce que je me suis fait par sécurité, alors ça a été pas demandé, mais je me suis retiré un tuyau d'eau chaude jusqu'au local technique. Alors ça c'est plus moi mon côté SAV, donc là j'ai en attente, là il faudra que je fasse un trou, comme je dois refaire un trou pour tu sais, pour passer le gaz là dans l'acier en 2 pouces que je dois passer ici et faire connecter là ici. Enfin ça je te montrerai la prochaine fois, je vais pas t'expliquer ça maintenant. J'ai tout commandé, donc ça va arriver dans peu de temps, mais par sécurité je me suis ramené un tuyau d'eau chaude. Pourquoi? Et ben en fait ma chaudière que je vais mettre en place ici, je vais mettre une chaudière, parce que je mette une chauffage seul ou une chauffage plus eau chaude instantanée, donc une chaudière, ça va être une chaudière murale ici. Et en fait le fait qu'elle soit murale avec, enfin qu'est-ce que je raconte? C'est une chaudière murale avec production d'eau chaude instantanée, que je la prends, en fait, que je la prenne en chauffage seul ou que je la prenne avec production d'eau chaude, c'est le même prix. Donc souvent quand j'ai des trucs comme ça, sur des cabinets, des trucs un peu, tu vois, de santé, où tu as vraiment, voilà, l'eau chaude est quand même assez importante, etc. Enfin bref. Là, en travaillant aujourd'hui, je me suis dit, attends, je vais peut-être faire ça. Je me suis tiré un tuyau d'eau chaude par sécurité. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter à la chaudière. Si demain, mon ballon d'eau chaude, il tombe en carafe, eh ben, je pourrais intervenir rapidement. Et si tu vois, je suis dans le rush et que j'ai plein de dépannages à faire et que j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe, je fais juste la bascule, je fais un bypass, je bascule sur la chaudière, je coupe le ballon, et au moins ça peut continuer à tourner en eau chaude, et après je peux revenir voir le problème après. Donc en gros, là ça me coûte allez, 10 mètres de PER de 16, mais je peux te garantir que ça, le jour où ça tombe en carafe, t'es trop content de l'avoir fait. Plusieurs fois, je le fais chez des clients qui ont, par exemple, je fais un remplacement de chaudière, ils ont encore un ballon électrique, ils le gardent. Ils disent non, non, moi je garde mon ballon électrique. Et ben, quand je mets une chaudière murale, et ben, je la prends en double service. Et franchement, sans mentir, 5-6 fois, ça m'a sauvé la vie, je te jure.
c'est que c'était en plein hiver. Donc tu es en plein dépannage, tu cours partout l'hiver. Et le client t'appelle, il dit j'ai plus d'eau chaude, machin. Tu sais que ce client-là t'a fait ça, tu dis j'arrive, je passe aujourd'hui, tu viens, boum boum, tu fais van, tu regardes vite fait si tu peux trouver le problème. Si tu trouves pas tout de suite, voilà, tu as basculé ta chaudière en eau chaude, tu t'en vas, tu repasses après. Et ça, sincèrement, enfin voilà, je vous dis pas forcément de le faire. Moi, je vous explique pourquoi je le fais. Et je trouve ça super pratique. Et j'ai même des clients. Alors, c'est un peu vicieux parce que j'ai certains clients, plutôt que de remplacer leur chauffe-eau électrique, et ben, ils m'ont dit, bah, comme la chaudière elle le fait, bah, c'est bon, on laisse comme ça maintenant. Donc, certes, j'ai pas vendu un ballon d'eau chaude. Mais après, tu sais, un client, il se dit, putain, lui, il m'a même pas dit, il m'a fait une connexion double service avec la chaudière et mon ballon pour que je sois pas en carafe. Et maintenant que, en fait, les gens, ils vont retenir que, enfin, c'est souvent des clients, des bons clients avec qui je fais ça, ou des trucs un peu spécifiques comme là où, voilà, tu as toujours un peu besoin d'eau chaude. Certes, je vais pas lui vendre un ballon tout de suite. En même temps, souvent, j'ai pas le temps de lui remplacer tout de suite, donc la chaudière me rend ce service-là. Euh, et puis, tu sais, cet argent-là qu'il met pas dans le ballon d'eau chaude, ton client il s'en rappelle. Il me dit purée, en fait, il m'a fait quand même, il m'a fait un petit truc sympa qui m'évite de payer un ballon d'eau chaude alors que ma chaudière peut le faire. Donc voilà, enfin bref, je vais pas polémiquer là-dessus, mais c'est sûr que en faisant ça, oui, des fois tu peux ne pas vendre un ballon électrique quand il est mort. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Enfin, moi je reste persuadé que voilà, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois en urgence. Et, euh, et au final, l'un dans l'autre, tu vois, le client m'a quand même rappelé pour faire autre chose après. Donc oui, tu vends peut-être pas un ballon électrique. Il y en a, ils vont dire ouais, mais on s'en fout. S'il tombe en panne, et bah tant pis, on lui change son ballon, bam, et puis on lui vend un ballon. Oui, mais j'ai pas cette optique, j'ai pas cette logique-là moi de travail. Mais pour terminer là-dessus, voilà. Après, si j'ai une chaudière au sol, je vais pas acheter un ballon spécialement pour le client alors qu'il me l'a pas acheté. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais sur ces chaudières murales là que je pose assez souvent, voilà, enfin tu verras, c'est soit de Dietrich, soit Hurtli, enfin bref, peu importe. C'est le même groupe. Cette chaudière-là, elle a le même prix en chauffage seul, limite, même en chauffage seul, elle est plus chère qu'en double service. Parce qu'en fait, comme elle se vend beaucoup plus en double service, moi je l'achète moins cher en double service qu'en chauffage seul. Donc en fait, je la prends toujours en double service. Et quand je vois que je peux me raccorder facilement en eau chaude alors que c'est pas forcément prévu, je tire un bout de tuyau et je le fais. Voilà. Et je le dis pas forcément au client, mais voilà, le jour où il tombe en panne, il est bien content, ça lui fait une petite surprise quoi. Bon allez, sur ce, on se retrouve demain. Moi, il faut encore que je fasse le béton, que je rentre à la boîte, que je recharge pour demain. Là, depuis que je parle, à mon avis, il doit être, ouais, j'avais regardé, à mon avis, il est 20h moins 10. On doit être vers les 20h. Donc ça va être bonne heure là. Là, chez moi, je vais rentrer tôt là, ce soir. Je le sens. En plus, je sens déjà que j'ai bien tabassé là aujourd'hui. Demain, je suis à Lille, je suis dans une maison, il faut monter, descendre, ça va être l'enfer. En plus, j'avais prévu qu'on soit trois, je suis tout seul, ça va être une galère. Enfin, toute la semaine, ça va être un peu comme ça, quoi. Mais bon, c'est tout, c'est pas leur faute, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en attendant, je me retrouve tout seul et franchement, c'est la merde, quoi. Mais bon. Bon, allez, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous. Ciao. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, eh ben, je suis venu faire ce que j'ai déjà fait il y a quelques semaines, c'est-à-dire bouger un meuble de 9 cm. Le truc que je déteste au plus haut point, c'est de refaire ce que j'ai fait, parce qu'il y a une mauvaise communication, comme d'habitude. Donc ici, je sais pas si tu te rappelles là. Voilà, celui-là, et ben en fait, il avait été demandé qu'il soit posé contre. Et maintenant, ils ont voulu le centrer. Alors j'avais un souci de... alors, pourquoi il avait été contre, c'est parce que le carrelage, si tu regardes ici en dessous, tu vois, c'est pas carrelé jusqu'au bout. Donc le meuble, on l'avait fait arriver à fleur du carrelage. D'accord? Et une fois que tout était posé, en fait, en gros, ça a été demandé de le centrer.
Donc c'est simple, pour 9 cm, j'y ai passé 4 heures. Voilà. Et la fois dernière, ce meuble-là, tellement c'était une galère pour les fixations, parce que derrière il y a un placo, et derrière le placo il y a une brique qui tient plus avec des joints tout poreux, tout dégueulasse, tout. On a passé une journée la fois dernière, donc à faire tuyauterie, PVC, fixation du meuble haut, fixation du meuble bas, pose des vasques et tout. On a mis une journée, et là j'ai remis une demi-journée, ne serait-ce que pour le déplacer, c'est-à-dire refaire toutes les fixations qui étaient galères. Donc là j'ai tout fait au scellement chimique. J'avais acheté du scellement chimique parce que je savais que j'allais galérer, donc on a fait des gros trous et puis on a été chercher vraiment loin et on a mis des grosses tiges avec du scellement chimique et là ça bouge plus du tout. Donc voilà, voilà pour ça. Et j'ai mis en place le, on a remis des éclairages. Alors là c'est un film de protection qu'il y a dessus, mais en gros voilà, donc on a mis en place les éclairages LED qu'on avait pas reçus la fois dernière. Donc l'électricien après lui doit refaire une modif derrière. Mais voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est un meuble tout bête. Après tu mets tes étagères dedans. Il y a une prise intégrée dedans. Tout ça, ça vient de chez Van Mark. Là c'est robinetterie de chez Grohe, donc avec flexible hein, sur ceux qui se rappellent. Vasque de chez Van Mark aussi, avec push open blanc et tout ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau tiroir et tout, tu vois ici, on avait fait toute la tuyauterie ici en cuivre. Alors pourquoi ici j'ai pas mis de vanne? Puisque j'ai un collecteur dans la cave que je vais te remontrer où je peux sectoriser chaque salle de bain. Donc on avait fait passer la tuyauterie en cuivre ici qui redescend et qui va ralimenter baignoire, douche. On a connecté, donc j'ai mis 2T comme ça pour connecter les deux flexibles des robinets. Mise en place des fameux siphons de chez Nicole qui vont super bien. Donc ça c'est pareil, la PVC a fallu le remodifier puisqu'on a décalé de 9 cm. Mais en tout cas voilà, tu vois les siphons de Nicole toujours au top, franchement pour ça c'est vraiment génial. Tiroir du bas pareil, assez spacieux. Donc non, pas mal. Après Van Mark, tout le monde peut pas y avoir accès. Hein. En tout cas c'est un fournisseur belge qui est en partie sur le nord de la France. Mais il est pas partout, il est un peu en Suisse aussi. Un peu, enfin je sais plus exactement où ils sont, mais en tout cas tout ce qui est bas de France, milieu de France, tout ça ils y sont pas. Alors ce qui est dommage maintenant c'est que comme on avait fait les tuyauteries en fonction du meuble qui allait être plaqué à fond, et ben les raccordements de tuyauterie se voient, mais en même temps ici il va y avoir une colonne. Donc il va y avoir une colonne ici complète de la même couleur que le meuble qui va être posée ici, qui va donc là il va avoir un placo hein, pour cacher tout ça. Il y a encore l'électricien qui doit tirer tous ces câbles. Et nous on avait tiré 3 PE à chaque fois sur chaque salle de bain. Donc tu as 3 PE qui arrivent là, 3 autres PE qui arrivent au deuxième et 3 autres PE qui arrivent au troisième. Alors pourquoi 3? C'est toujours pareil, c'est pour le bouclage. J'ai une eau chaude, le bouclage en 12 et l'eau froide en 16. Donc l'eau chaude en 16 aussi. Et le bouclage, t'as pas besoin d'un gros diamètre. Alors là, on a passé du 12, sinon j'aurais passé du 16 aussi. Mais c'est juste qu'on avait un problème une contrainte de place. Donc le 12, bah, il est quand même beaucoup plus souple à passer. Et il prend quand même, mine de rien, un peu moins de place, vu qu'on en avait 9 à passer sur le premier niveau de tuyauterie. Et ben voilà, on a mis, mais du 12 ça va très bien, ça va super bien. Donc là après il faut qu'on rattache tout, mais là pour l'instant c'est en stand-by puisqu'on a encore des choses à finir au-dessus. Mais tout ça après ça va être attaché proprement comme les câbles électriques, etc. quoi. Et donc je sais pas si tu vois, mais tu vois, j'avais demandé à l'électricien, donc il m'a mis un détecteur de présence ici qui peut être aussi bien au plafond là, mais là, ici il a été mis là pour question de pratique pour pas toucher au plafond. Mais donc il a connecté ça. Dessus, intégré sur ce petit détecteur de présence, tu as une temporisation intégrée. C'est-à-dire que dès qu'il va détecter, il va renvoyer la phase au circulateur de bouclage et donc ça va envoyer du courant sur la pompe qui va faire circuler l'eau pour qu'elle arrive jusqu'ici sans tirer d'eau. Parce que, comme je le répète, hein, le bouclage, pour ceux qui ne le connaissent pas, le bouclage te permet d'avoir une circulation d'eau chaude et même en ayant un ballon d'eau chaude à la cave, te permet d'avoir de l'eau chaude instantanément dans chaque salle de bain. Ici, on en a 3. Et donc, dans les 3 salles de bain, ça nous permet
Ouais, ça nous permet d'avoir de l'eau chaude dans chaque salle de bain. Dès que tu tires, tu as de l'eau. Avec un phénomène de circulation. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur Instagram. Il y en a une qui explique le fonctionnement du bouclage. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir et tu comprendras, je pense. Il y a quand même une bonne heure d'explication. Alors après, tu n'es pas obligé de tout regarder, mais tu peux suivre ce qui t'intéresse. Et c'est pour tous ceux qui sont allés voir, en tout cas, j'ai eu de très bons retours sur le fait qu'ils ont vraiment compris le fonctionnement du bouclage. Donc je te conseille vraiment d'aller voir cette petite vidéo qui, pour moi, peut vraiment être pas mal et ça m'évitera de parler pendant 3 heures pour t'expliquer comment fonctionne un bouclage. Donc voilà pour ça. Une grosse matinée de... Mais bon, au moins c'est fait. Et après j'ai un lave-main à poser là. Et donc ça aussi pareil de chez Van Mark. Donc ça on avait déjà posé avant et puis il a été demandé de rajouter un meuble. Donc c'est pareil, c'est intégré au meuble. Alors le seul petit souci c'est que quand tu as de la tuyauterie apparente, tu es obligé de faire une coupe. Donc on a fait ça propre, on a fait une petite coupe. Mais bon c'est un peu dommage. Quand tu as des tuyauteries qui arrivent en encastré, ça va nickel. Mais quand tu as des tuyauteries en apparent, c'est un peu... Enfin c'est pas un chiant, ça va, ça se fait, hein, tu vois, c'est propre, c'est pas non plus... Mais c'est un peu dommage ce fond là. Mais je vais te montrer en bas, j'en ai posé un pareil. J'attends encore la vase qui est en rupture là pour l'instant. Mais j'ai le même dans une autre couleur. Et tu verras là, c'est toutes les tuyauteries qui arrivent. C'est là où on a eu une rénovation. Donc on a pu faire arriver les tuyaux dans le mur. Et tu verras là, c'est beaucoup plus. Je trouve c'est mieux quoi. C'est plus pratique à poser. C'est vrai que dès que t'as la tuyauterie, à plus quand t'as un double fond, ben tu vois, c'est une galère quoi. Parce que t'es obligé de faire les trous là, de découper ici. Ça c'est un peu chiant. Mais bon, au final, ça l'a fait, hein. Ça l'a fait. Mais bon, voilà, pour ceux qui sont du coin dans le nord et tout, chez Van Mark. Chez Van Mark, tu trouves ça, c'est un meuble de toilette que je trouve vraiment pas mal. Il prend pas trop de place, il est assez esthétique, t'as pas de poignée, donc, et puis ça te permet de ranger quand même des bricoles dedans, cacher le siphon, cacher la tuyauterie, donc non, non, franchement pas mal. Et puis le petit robinet de chez Hansgrohe là, ça c'est juste un eau froide en fait, c'est un quart de tour. Et je trouve qu'il est beau. Bon, là, il est dégueulasse parce qu'il avait déjà été posé d'avant. Et puis, à mon avis, il n'y a pas eu une coup de nettoyage depuis qu'il a été posé. Mais non, non, c'est Hans Grohe qui fait ça. Et franchement, je le trouve super esthétique. Et en plus, le petit avantage, c'est que celui-ci. Tiens, ouais, je vais te montrer ça. Celui-ci, en fait, tu as double service. Soit il était directement intégré un flexible dedans, mais tu peux aussi l'enlever et mettre un filetage en 15-21, tu vois. Tu as les deux solutions et en plus, le système de fixation, il est juste génial. C'est un pas de vis que tu tournes et une fois que tu es contre, tu vois, t'as tes vis plates là. Tu serres tes deux vis plates de chaque côté. Attends. Ouais, tu vois, les deux vis plates, tu les serres et boum, ça y est, c'est serré. Et ça, pour les plombiers, vous le savez, ça c'est la vie. Plutôt que d'aller serrer un écrou sous la vasque, là, c'est une galère de pas possible. Et ben là tu serres en fait, et une fois que ton écrou, enfin ta partie plate est contre, en fait tu serres avec un tournevis plate et deux vis, et là ça vient plaquer ton robinet. Et ça, c'est pas grand chose, mais c'est tellement mieux que d'aller serrer un écrou dans un creux de vasque et tout. Enfin. Donc voilà, deux types de filetage pour ce robinet. Bon, plutôt que de changer une pipe, devoir décoller, etc., tout couper parce que juste ça fuit, et ben en fait, c'est même pas une pipe de chez Nicole, hein, mais souvent ça marche. T'achètes le joint pour pipe de chez Nicole. Moi je prends que du Nicole, hein, pour ces trucs là. C'est un joint souple, donc tu viens renfiler dessus. D'accord? Tu renfiles tout ton truc. Et après tu viens remettre la bague dessus. Hop. Et après tu appuies à fond, ça va comprimer ton joint et c'est bon. Ton joint de toilette est changé. Et sincèrement, au niveau élastomère et tout, au niveau du joint, tu as quand même une grosse résistance chez Nicole. Franchement, tu vois quand même une certaine dureté. Et dans le temps, enfin moi j'ai déjà démonté des toilettes que j'ai posées il y a 10 ans. Je les reposées et j'ai pas eu besoin de changer le joint. Donc il y a quand même une réelle différence quoi. Donc là, je vais le changer, mais voilà. Si tu veux la ref, c'est ça. Ça, c'est toujours bien d'en avoir une dans le camion. Tu te mets ça dans le camion. Et le jour où tu as une pipe qui fuit, plutôt que de tout changer, alors je dis pas que ça marche sur toutes les pipes, il y a certaines pipes tu peux pas.
Mais quand même, une fois sur deux, sincèrement, j'ai pas trop de problème à la remplacer. Et ça m'évite surtout de devoir tout décoller, tout enlever. Tu vois, là, ça me prend 5 minutes. J'ai enlevé l'ancien joint, j'ai gratté un peu, forcément, tu nettoies. Et une fois que tu as bien nettoyé, tu remets bien ton joint, tu mets ta bague de. Ça va sertir ton joint, ça va écraser ton joint dessus, ça va le rendre étanche. Et après, plus de soucis. Et c'est nickel. Et surtout, avant d'enquiller ton toilette, comme ton joint est bien sec, là tu vois, j'avais pas pris mon lubrifiant, donc j'ai pris du liquide vaisselle. Hop, c'est un truc pour du mire quoi, ou c'est ce que tu veux quoi. Tu mets du liquide vaisselle, hop, dessus quand t'as pas ce qu'il faut. Chez les clients t'en as toujours. Quand tu l'oublies, là je suis au 3e étage, franchement j'ai pas envie de descendre chercher le mien. Donc tu fais ça, ça va bien le graisser, et là tu vas pouvoir enquiller ton toilette nickel. Parce que si tu laisses ton joint sec, déjà tu vas galérer à pousser pour que ça rentre. Et puis tu risques d'abîmer ton joint, quoi, de forcer là où il faut pas forcer, alors que là si t'es graissé, après y a pas de souci, ça rentre tout seul, quoi. Bon, et tu vois là, maintenant que j'ai fini ma vasque, et bah je peux la remettre en eau et je suis tranquille. Et j'ai pas été obligé de couper la maison, tu vois. Tac, je rouvre le bouclage et je rouvre mon eau froide. Hop, voilà, donc j'ai eau froide, eau chaude, bouclage. Et tout ça, ça va à la chaudière avec tout ce qui arrive en dessous. Donc vous voyez, des fois je fais pas tout le temps des nourrices en cuivre, hein. Ça m'arrive aussi de mettre des collecteurs et là tout ça passe là, vous avez déjà vu, hein. De toute façon, et là il y a la chaudière qui est là-bas. Bon allez, je vous la remontre, j'aime bien. Donc ouais, chaudière de chez Vaillant, donc qui est resté bâché encore pour l'instant. Donc voilà, ballon d'eau chaude, chaudière, mais bon certains l'ont déjà vu le chantier, donc je vais pas rester très longtemps, mais voilà. Voilà. Bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Enfin, sur ce chantier-là, il fallait déjà déplacer le meuble là, parce que ça traînait puis, enfin voilà, il fallait le faire. Donc au moins c'est fait, je suis tranquille avec ça. Pose des lave-mains, j'ai fait la pipe aussi des toilettes. Enfin après j'ai fait deux trois bricoles encore, des conneries. Et puis il faut pas que je parte trop tard parce que là faut que je charge mon chantier pour demain. Demain j'attaque une chaudière pour une école, une petite chaudière murale, une 35 kg là. Pour une école, il faut que je me prépare, comme ça je pars direct de chez moi demain et tout sera prêt et tout, parce que là hier je suis rentré trop tard et ce matin j'ai dû passer à la boîte pour charger et tout. J'ai perdu trop de temps, mais en même temps, vu l'heure qui était, je suis pas repassé à la boîte. Franchement, j'étais claqué. Donc voilà, bon, et ben on se retrouve demain pour la chaudière. Allez, salut, à demain. Bon, salut à tous. Bon, vous allez vous dire que je suis un poissard de ouf. Là, je suis sur mon chantier où je dois poser une nouvelle chaudière là. Je vais vous expliquer un peu le chantier. Et là, je déballe la chaudière et je dis, c'est bizarre, le corps de chauffe il bouge. Tu sais, et en fait, je sais pas ce qui s'est passé au transport. Tu vois, le corps de chauffe il s'est dégondé de son emplacement. En fait, il doit être pris dans des griffes ici, tu vois, un peu comme là, tu vois. Il doit être pris dans des griffes et de ce côté-là, il est plus pris. Donc en fait, je sais pas si tu vois, mais regarde. Le corps de chauffe il se balade. Donc pour le reclipser, il faut que je déclipse tout ce qui est à l'intérieur là. J'essaie de le remettre et de remettre la fameuse clé. En fait, c'était ça qui a pas dû être clipsé d'usine. Donc en fait, tu mets ça comme ça et après ça, normalement, tu rabats le petit loquet justement pour pas qu'au transport ta chaudière elle se balade quoi. Mais bon, au moins ça me permet de voir comment on sort un corps de chauffe. J'en ai jamais sorti sur celle-là, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Ouais, ça a coupé, je sais même pas où ça a coupé, enfin bref. Donc en gros ce que je te disais c'est quoi? C'est sorti de ces griffes au transport et je pense que d'usine en fait ils avaient mal clipsé. Il y a un truc ici, une griffe qui évite que justement ton corps de chauffe sorte
Tu vois, tu as ici une platine en plastique, tu as des griffes qui rentrent dedans et avec le poids du corps de chauffe quand elle est droite, la chaudière, bah, ça se tient quoi, sans problème. C'est pris là, c'est pris de l'autre côté, c'est clipsé dedans. Et ça évite au transport, je pense qu'avec les vibrations, que ça puisse sortir de son... Parce que si un jour tu dois le changer, il faut que tu puisses l'enlever. Donc il faut que tu puisses le relever, l'enlever et le remettre à nouveau. J'ai jamais enlevé celui-ci, donc ça va me permettre de voir au moins comment on en enlève un. Mais ouais, surtout quand tu trouves un truc bizarre, cherche, hein. Ça sert à rien parce que j'aurais pu la poser comme ça, mais en fait après tout le poids du corps de chauffe ou en partie serait sur les tuyauteries, donc c'est pas très bon. Donc je vais quand même le signaler, au fournisseur hein, si jamais j'ai un souci après, mais bon voilà. Et tu vois, un corps de chauffe c'est ça, un brûleur c'est ça, donc la flamme, toute la flamme ici elle sort là. D'accord? Donc là ici tu as un brûleur, tu as un ventilateur, ça aspire le gaz, ça mélange le gaz, l'air, ça l'envoie ici. Ici ça s'allume, ça fait une grosse flamme. Et la flamme en fait vient chauffer toute cette tubulure ici, tout ce qu'il y a là en fait. C'est un échangeur en fait, ça vient chauffer tout le tour et tu as de l'eau qui passe dedans et qui ressort. Pour faire simple, hein, c'est-à-dire que tu as de l'eau qui rentre, entre guillemets tiède ou froide, hop, ça passe là-dedans, c'est réchauffé et ça ressort directement pour repartir dans les radiateurs et ainsi de suite, en cycle fermé comme ça. Donc voilà, ça c'est un corps de chauffe de chaudière murale. Alors il y en existe d'autres modèles différents, mais celui-ci c'est comme ça. Bon, là ça y est, en fait j'ai déclipsé les deux tuyaux qui tiennent le corps de chauffe, je l'ai ressoulevé légèrement, donc j'ai pu le remonter, l'enquiller dans les griffes ici. Tu vois, c'est les petites griffes qui sont là, hein. Tu vois ici, tu vois, petites griffes qui sont là, tu as la même chose de l'autre côté. Donc j'ai soulevé, je les ai enquillées une première ici, après celle-ci, la tôle elle est souple, donc tu le remets, tu soulèves aussi ton corps de chauffe, tu te clipses. Une fois que tu es dedans, tac, ça se met dedans comme ça. Et après, ça vient comme ça dedans. Tu vois, tu viens rentrer comme ça, voilà. Et la patte, tu la plies comme ça, voilà. Et là, en fait, ton corps de chauffe, il peut plus monter, ni bouger. Voilà, c'est juste qu'à mon avis, ça n'a pas été replié d'usine. Et donc, il est sorti de son emplacement. Alors, ouais, je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, pourquoi c'est noir là? En fait, c'est tout simplement parce que la chaudière, elles sont démarrées, elles sont testées, en fait, d'usine. C'est pour ça, c'est pareil. Ici, ça c'est un peu noir, tu vois. Enfin, tu vois que ça y a eu un premier démarrage. Ils font un test, il faut circuler un peu de l'eau dedans, et puis après, une fois que c'est bon, ils enlèvent, et puis c'est tout bon. C'est pour ça que c'est un peu noir ici, c'est qu'au démarrage, ils font des tests, quoi, tout simplement. Donc voilà. Bon alors, voilà où va se trouver la chaudière. C'était en fait ce qui se passe là, c'est que si tu veux, en fait c'est une école, c'est une annexe d'école. Et en fait avant, c'était ce bâtiment-là qui a une chaudière aussi. Et il y avait un réseau qui passait dans le sol. Je sais pas si tu vois, même ici, à mon avis, ça passait là. Ouais, ça va être passé là. En fait, de l'école là, ça devait passer ici, ça devait ramener là, en fait, la tuyauterie. Et donc la tuyauterie n'a pas arrêté de fuir dans le sol, ils ont fait je sais pas combien de réparations, donc ils en ont eu marre. Et donc ils nous ont demandé de... Donc ça avait été enlevé, hein, c'est le service technique de la mairie qui l'a fait. Donc ils ont enlevé tout ça, ils ont tout dépouillé, ils ont remis au propre, peinture, etc. Et puis maintenant il faut qu'on pose une chaudière, donc chaudière là, ventouse dehors, je te montrerai après quand j'aurai fait le trou. J'ai mes tuyauteries qui sont ici, là que j'ai démonté, que j'ai coupé. Je récupère les filetages ici, donc je vais remettre là, se brancher là. Et il y a deux tuyaux qui partent là. Alors ce qui est chiant, c'est que quand ils me l'ont coupé, ils me les ont coupés à ras. Donc maintenant pour l'acier, c'est mort. Ils auraient mieux fait de me les laisser ici, que je puisse refaire quelque chose. Mais là, ils me les ont coupés là. Donc ce que je vais certainement faire, de toute façon, comme il y avait des purgeurs qui fuyaient, parce que mettre des purgeurs là, franchement... ça c'est le genre de truc, ça fuit tout le temps de toute façon, des petits purgeurs comme ça automatiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement recouper ici, refileter et repartir après pour revenir là et se repiquer sur des pas retour. Donc voilà pour ça. Donc là ici, si tu veux, tu as un radiateur donc, qui est dans les toilettes. Donc c'est le seul, hein, c'est celui qui passe là, qui va alimenter les toilettes des enfants. Donc là il n'y en a qu'un, voilà, ici.
Et après, on alimente les salles de classe. Donc, tu vois, tu en as une salle là avec les radiateurs ici. Là, c'est pareil, on a un bureau, un radiateur. Et ici, bah là, ici, c'est une autre classe. Et puis, c'est fini. Donc là, il y a 3 radiateurs. Donc voilà pour ça. Alors c'est un bâtiment qui est hyper déperditif. Après c'est pareil dans les couloirs, il n'y a pas de radiateur pour l'instant. Alors peut-être qu'à terme ils vont en mettre certainement. Parce que ouais, ça caille de ouf là-dedans. Il n'y a rien qui est isolé, que dalle. Donc déjà au niveau puissance, on a prévu un peu plus que 24 kg. On a prévu 34 kg. Parce que je te dis, il n'y a pas un bout de laine de verre ni quoi que ce soit. Tu es sur les murs bruts. Là, tu vois, il fait pas super froid dehors. Ouais, je disais, là, tu vois, il fait pas super froid et tu sens que le bâtiment, Bon, alors après, c'est normal, hein, ça fait quelques temps que le réseau il a pété et que bah, les gamins ils se chauffent avec des radiateurs électriques, donc ils sont un peu froids. Et même les maîtresses, ils le disaient, hein, avec les radiateurs électriques, c'est chaud quoi, hein. Donc, ouais, il faut de la patate là. Alors là, on a prévu la sécurité. 24, je pense que c'était bon, mais comme ils prévoient certainement de remettre une VMC, parce qu'ils vont être obligés de mettre une VMC là-dedans, une VMC qui renouvelle pas mal d'air, parce que quand tu es sur une VMC en ERP, enfin dans les établissements qui reçoivent du public, t'as pas les mêmes volumes de renouvellement d'air que dans une maison normale. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, j'ai dit, moi on va mettre une 34, on va la brider pour l'instant, voir un petit peu, même si j'avais calculé en remettant une ventile et tout, on était à peu près à 28-29 kilos. Donc bon là c'est une 34, ouais, il n'y a pas grand chose. De toute façon après, elle varie sa puissance d'elle-même dans tous les cas. Donc si elle voit qu'elle n'a pas besoin de pousser à mort, elle se baisse en régime. C'est l'avantage, c'est que c'est vraiment modulant. Donc voilà. Et ouais, aussi, j'ai pas d'eau qui arrive, donc il faut que je ramène la flotte dans ce local et j'ai pas de gaz. Donc tout doit passer ici. Là, ils m'ont installé un coffret gaz ici, dehors. Donc on va devoir percer là, enfin je vais devoir percer là, monter ici, repasser là à le local technique. Là j'ai la flotte qui est là, donc je vais essayer de voir si je la reprends là ou dans les toilettes, je sais pas. Sachant que je vais faire de la fixation pour le gaz, je pense que je vais profiter, je vais repiquer ici et je vais certainement renvoyer l'eau froide, tu vois, pas un gros tuyau, hein, renvoyer l'eau froide directement pour faire le remplissage du chauffage. Et dernière petite chose, pour là il y a un coffret qui est contre le mur derrière. Ils ont ouvert le mur, ils ont mis un coffret contre le mur. En ERP, donc c'est l'établissement qui recevant du public, tu es normalement obligé de mettre un coffret extérieur pour pouvoir couper le gaz. Donc pourquoi? En fait c'est un coffret rouge avec la vanne et avant de rentrer dans le bâtiment, tu dois avoir un coffret de sécurité pour couper le gaz. Là, comme ça je ne le savais pas, hein, j'ai appelé Habitat Plus, c'est un service que des professionnels on appelle quand on a un doute sur une norme gaz. Et donc je leur ai dit, bah, en fait le truc c'est que moi mon coffret il est contre le mur. Donc moi si je perce pour faire rentrer le tuyau, je ne vais pas faire rentrer le tuyau dans le bâtiment pour le faire ressortir, mettre un coffret et re-rentrer dans le bâtiment. Parce que l'intérêt d'avoir une coupure comme ça, c'est justement de couper avant que le gaz rentre dans le bâtiment. Sauf que moi, comme mon coffret est contre le mur, si le gaz rentre, c'est mort. Donc en fait, ils m'ont bien confirmé qu'en fait, le coffret gaz contre un mur en ERP fait office de coffret de sécurité. Donc c'est-à-dire les pompiers, ils vont arriver, ils vont trouver le coffret et ils vont couper le gaz à cet endroit-là. Donc j'ai pas besoin de rajouter un coffret de fermeture gaz, puisque de toute façon il n'y aurait pas de logique puisque je pénétrerai le bâtiment pour ressortir après. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais en gros quand j'aurai fait la tuyauterie je t'expliquerai, tu comprendras mieux. Bon, il faut que je fasse mon carottage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou de diamètre 20 dans le joint. Tu vois, comme ça je vais pouvoir le reboucher après. Et mon trou, il se trouve ici. Là, j'ai fait un percement là pour être sûr. J'ai pas sorti le transpointeur là parce que de toute façon, quand je fais un gros trou, c'était pas gênant, même si ça explosait un peu et c'était plus rapide de faire ça.
Et donc pour l'accrocher, je mets ça. Je mets souvent ça. Donc tu vois, c'est des chevilles, des grosses chevilles, tu perces en diamètre 20. Cette cheville là, c'est de la balle. Dans la brique, dans le joint, même quand tu es du parpaing, tu perces dans le joint du parpaing. Tu te mets entre les deux. Tu perces en diamètre 20. C'est du M12, donc souvent les trucs pour ancrer les carotteuses, c'est ça. C'est des chevilles en M12. Ouais, je te disais, avec la carotteuse, il t'est fourni un système d'ancrage, donc c'est avec un filetage. Là, et en fait, ce qui se passe, c'est quand je vais rentrer la cheville, je vais serrer et cette partie conique va rentrer dans la cheville et ces parties-là, tu vois, ces parties-là, elles vont s'écarter sur les côtés, tu vois. Le fait que ta bille conique rentre, parce que tu vas serrer ta tige, les côtés ici, qui sont tenus par un cordon métallique, là, il va casser ou il va s'écarter et ça va s'écarter contre le mur. Et là, je te jure que ça bouge plus. Hein. T'accroches un éléphant avec ça. Et là, c'est nickel. Et l'avantage de ça, certes, c'est des chevilles qui sont chères, mais au moins, je fais au moins 3-4 percements et j'arrive à les récupérer en fait. C'est-à-dire que je redévisse, je retape sur la tige, la petite bille qui est au bout, la partie conique, elle re-rentre, enfin elle ressort. Ces parties plates se rétractent et j'arrive à retirer ma cheville. Et donc là, je mets dedans, hop, tu serres, voilà, hop, tu prends un cruchy ou ce que tu veux, une tige, tu le rentres dedans, pas la pince multi parce que sinon tu vas foutre en l'air ton filetage. Et là, tu serres comme un ours. Et voilà. Bon, pas trop parce qu'après tu vas écarter le mur. Hein. non, mais t'as pas de risque d'écarter le mur, hormis s'il y a que 2 rangs de briques, là c'est mort, tu vas soulever le mur. Mais là, tu peux pas soulever le mur. Mais voilà, tu serres bien. Et après, je te jure que ta carotteuse, elle bouge plus. Hein. Nickel, non? Regarde ça comme c'est beau. Une belle petite carotte. Ah, franchement, ça fait du super boulot là. Là, j'ai mis la ventouse. Hop. Nickel. Tout propre. Et après, tu vois, faut que je rebouche mon petit trou avec du prong là. Ça va reboucher le trou nickel. Et puis c'est tout bon. Bon, comme tu as vu, je me suis coupé pas mal de tiges filetées. Et pourquoi j'ai fait ça? En fait, je me suis fait des supports de partout parce qu'en gros, si tu veux, de là-bas, j'ai la tuyauterie d'eau froide qu'il faut ramener, le gaz et le tubiro pour passer mon câble de son extérieur. Le tout va passer là et redescendre ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais toute ma préparation avant. D'accord? Ici, j'ai percé deux trous, j'ai percé les trous au plafond pour repérer que je sois bien, que je passe bien. Là, ici, j'ai fait trou. Tous mes percements sont faits, aspirés, nettoyés. Et après, ce que je fais, tu te doutes bien, c'est que je vais prendre mon scellement chimique. Alors, c'est celui-là hein, que je prends chez Le Galet en général. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui me posent la question et j'ai pas toujours la référence en tête. Donc celui-ci il est très bien, cette référence là c'est la moins chère de chez Le Galet. De toute façon pour faire ce que j'ai à faire, je ne vais pas accrocher un éléphant au mur, je vais juste accrocher deux tuyaux de cuivre. Donc voilà. Alors il y en a ils vont me dire ouais mais pourquoi tu mets pas des chevilles plastiques avec des pattes à vis, des trucs comme ça. En fait moi ce que j'aime bien avec ce système là c'est que déjà une fois que je suis scellé dans le mur, je peux m'écarter devant, derrière, régler mon aplomb parce que mon mur là il n'est pas trop d'aplomb. Et en plus de ça, après je peux mettre mes écrous rails. Donc ça je vais te montrer après, mais je mets mes écrous rails et mes colliers et je peux jouer avec.
Donc déjà, j'aurais eu 3 percements à faire, là j'en ai que 2, parce qu'après je peux encore mettre 2, 3, 4 tuyaux dessus, ça me fait toujours que 2 percements. Et après je vais te montrer. Mais franchement, là l'intérêt c'est qu'en fait je vais mettre tout mon chimique en même temps. Parce qu'en fait, mon chimique c'est un donc bicomposant, c'est-à-dire que quand les deux composants se mélangent, ils durcissent en 7 minutes. Donc tu as 7 minutes à peu près à une vingtaine de degrés. Bon, il ne fait pas forcément 20 degrés, mais entre 7 et 22 minutes en fonction, voilà, plus il fait froid, plus c'est long à durcir, à prendre. Après, ça c'est ton temps, voilà, le temps, après ce temps-là, en fonction de la température, tu peux accrocher ton chauffe-eau, ta chaudière, etc. si tu as quelque chose de lourd. Enfin voilà, c'est le temps que tu dois attendre pour être sûr de pouvoir accrocher quelque chose et serrer ce que tu as à serrer. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Maintenant je me suis perdu. Ouais, pour pas foutre en l'air ma fameuse buse, puisque la buse, tu vois, c'est une sorte de tourbillon qui mélange les deux composants ensemble, tu vois. Donc ça fait comme une vis sans fin. Et bon bah ça, en gros, si je fais mes 2 trous, que j'injecte le produit, que je commence à régler ma fixation et tout, si j'ai pas tout fait en même temps, là ça veut dire que je vais injecter mon produit dans le trou, hop, je vais prendre mes trucs dedans, tu vois là il faut que je les règle encore, mais je vais prendre, forcément c'est toujours le mauvais exemple. Ouais, je l'ai réglé, comme ça je te montre, tu vois, parce que l'avantage c'est que je desserre et je règle mes écartements de tige filetée. Je mets toujours un petit peu plus d'écartement, comme ça rentre en force. D'accord? Je vais mettre le scellement chimique dedans. J'ai percé, ouais, ça aussi. J'ai percé avec ma perceuse, où est-ce qu'elle est? J'ai perdu ma perceuse, ça y est. Ouais, elle est là. Je me suis mis un scotch à 5 cm. Parce qu'après, tu as une tige aussi que tu peux mettre ici. Mais moi, je préfère mettre un scotch. C'est plus facile, je trouve. C'est plus simple, plus pratique. La tige qui dépasse, là, des fois, c'est chiant. Je mets un petit bout de scotch d'électricien. Je mets 5 cm de profondeur, pas plus. Et une fois que j'ai percé exactement pareil, et ben ça, je le rentre en force. Voilà. Et tu vois, je sais qu'il n'y en a pas une qui va s'enfoncer plus que l'autre. Je me pose pas la question. Je mets le produit, je pousse mon rail, terminé. Basta, c'est fini. Je laisse sécher pendant 50 minutes. Donc là, je vais faire ça partout pareil. Et une fois que ce sera dur, je pourrai mettre mes écrous rails. Donc ce système-là, ici, dedans. Donc là, tu le rentres, tu fais un quart de tour, tu serres ton truc, ça te fait une tige filetée. Et après ta tige filetée, et ben, tu prends tes colliers et tu les visses directement dessus. Bon, donc là, je rentre dans le trou, je vais à fond des 5 cm. Hop, quand tu appuies, tu pousses en même temps. Voilà. Hop, tu mets ton pistolet là. Et tu rentres ta tige dedans. Voilà. Tu laisses dégueuler, quand ce sera sec, tu taperas. Attends, je vais pas le laisser couler celui-là. Et en gros, si c'est sec, après tu tapes avec un petit tournevis et ça fait nickel. Et donc là, tu vois, je les ai mis en place à blanc et j'avance au fur et à mesure en rebouchant, en mettant du chimique dans les trous et j'avance au fur et à mesure et ça va être nickel. Bon, ça y est, mes tiges filetées sont mises. Ah oui, j'ai fait, ça je t'ai pas dit, mais j'ai fait le trou de 40 pour aller dans le coffret. Et après ici, je vais mettre une protection mécanique sur 1 mètre à peu près, au moins, pour pas que les enfants ils se prennent dedans. C'est une protection mécanique en inox arrondi. Au moins les enfants, je suis sûr qu'ils se prendront pas les pieds dedans, ou enfin plutôt les mains dedans, ou qu'ils s'accrocheront dessus. Puis après, le reste montera tout seul, enfin en apparent, sans protection. Et voilà, tu vois, ici. Alors ce qui est bizarre, ça m'est jamais arrivé, il était fort liquide. Normalement, il est beaucoup plus pâteux. Je sais pas si tu as vu, quand j'ai rentré la tige, ça a dégueulé. Normalement, ça fait une boule et puis elle se tient. Mais là, il est liquide. Il était fort liquide, je trouve. Alors, soit il y a eu un problème, sur le produit directement, mais c'est pas la première fois que je l'utilise, donc j'ai jamais eu ce coup-là. Et là, je le trouve fort liquide. Ouais, je disais, je le trouve, je sais pas, à voir. Sur la prochaine cartouche, je verrai. Parce que ça me paraît bizarre quand même. Parce que franchement, d'habitude, il est beaucoup plus pâteux. Tu vois, il se met bien, en fait, ça dégueule du mur. Mais ça coule pas, ça fait une boule. Tu sais, ça sort, ça fait une boule. Puis après, la boule, je la casse avec un petit tournevis plat et
Regarde si tu vois là, ici, là, regarde, tu vois là, ça l'a fait. Normalement, ça fait pas ça. Ça fait une petite boule qui ressort du mur comme ça, et puis elle reste. Et puis après, je la casse avec le petit tournevis, quoi. Mais ça coule pas comme ça. Là, pour que ça coule comme ça, c'est que c'est trop liquide. Alors je pense qu'elle va prendre, hein, parce qu'il y a quand même le mélange chimique, et puis j'ai pas de poids, donc je m'inquiète pas, hein. Si j'avais eu ça sur un chauffe-eau, je l'aurais viré. Mais là, sur de la fixation, de toute façon, je suis quasi sûr que ça va prendre. Mais ça m'est jamais arrivé. Donc dès que je veux te montrer un truc, de toute façon, ça merde. Mais non, non, mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Au moins, je te le dis, si jamais tu le vois, limite, il faudra faire un retour fournisseur. Si c'est pas, il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé, c'est qu'à mon avis, il y a des problèmes sur les cartouches. Mais en tout cas, ça va super bien, c'est rapide. Et puis, moi, j'adore travailler comme ça avec un système de rail. Je trouve ça trop bien. Donc, pour répondre à ceux qui vont me poser la question, au moins ce sera fait. Où j'achète mes rails, mes tiges filetées, machin, etc. J'achète tout chez OEG, je vous l'ai déjà dit. OEG, c'est un fournisseur que pour les pros. Vous pouvez pas vous fournir en tant que particulier. C'est un magasin pour les pros. C'est en Allemagne, on achète directement, ça arrive d'Allemagne. J'achète beaucoup de choses là-bas quand même. Franchement, j'achète pas mal de choses, que ce soit pour le chauffage, pour le sanitaire, enfin il y a pas mal de choses. Sincèrement, je pourrais pas énumérer tout ce que j'achète là-bas, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout ce qui est quincaillerie, fixation, collier, robinet Shell, robinet extérieur, anti-gel, etc. Tout ça, des circulateurs de chauffage, enfin bref. Plein de trucs, multicouches, les raccords multicouches, le multicouche, enfin bref, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, bon allez, je continue. Et là, quand elle commence à légèrement durcir, tu vois, là elle est durcie, mais elle accroche plus sur le support. Avant que ce soit totalement dur, hop, souvent avec un petit tournevis plat, voilà. T'enlèves et ça fait propre. Mais c'est beaucoup mieux quand c'est moins liquide, parce que ça fait juste une petite boule, ça va pas découler sur le mur. Et tu passes ton tournevis, quand ça commence à durcir, tu fais un petit levier comme ça et ça, t'arrives à l'enlever. Après, si t'as oublié et tu le laisses sécher, avec un tournevis plein, un marteau, tu mets un coup dessus, ça part, hein, mais toujours mieux de le faire quand il est encore frais, mais il faut que quand tu appuies dessus, il soit un peu mou ou dur. Et ben là, tu glisses ton tournevis en dessous, tu le vires et terminé. Bon, salut à tous. J'ai eu pas mal de questions hier. Alors, déjà, j'ai pas eu cette question-là, mais je change la chaudière. Là, ça m'a travaillé hier. Enfin voilà, j'ai appelé le fournisseur hier. Je dis écoute, en plus j'ai vu que la carcasse était un peu déformée. J'ai pas envie de prendre de risques et j'estime que voilà, de toute façon, j'aurais même pas dû me poser la question. À partir du moment où elle arrive avec un problème, le client paye pour un matériel neuf. Donc je la change. Voilà. Je sais même pas pourquoi hier je me suis pris la tête à. Je dis pas quand il y a une connerie, mais là c'était quand même le corps de chauffe qui était déboîté et tout. Ça veut dire qu'elle a certainement prendre un choc. Donc j'aurais même pas dû me prendre la tête à la mettre. De toute façon, je l'ai appelé, il m'a dit non, non, mais tu la remballes, tu me la ramènes, je te la remplace. Donc mon associé va me la ramener là tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Après, j'ai eu pas mal de questions par rapport au gaz. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu l'as pas fait passer dehors? Alors dehors, on est dans une rue passante. C'est une voie publique, d'accord? Et je sais très bien que si je mets une protection mécanique dehors, elle va être défoncée, que déjà c'est pas très bien de passer en voie publique à cette hauteur-là. Et en plus de ça, mon coffret, comme je te l'ai dit, ceux qui n'ont pas écouté, le coffret il est dans le mur, il est encastré dans le mur. Donc comment tu veux que je fasse repasser mon tube dehors? Puisqu'il est encastré. Donc voilà, je ne passe pas dehors, parce que déjà dans le temps c'est pas terrible, et puis de toute façon c'est pas gênant. Là ici, mon bâti de porte ressort ici, on va être à peu près dans le même encombrement avec la protection mécanique. Le PVC je vais le couper à ras, c'est mon fourreau, hein, comme j'ai un vide entre les deux, il faut que je rentre dans mon coffret. Donc voilà pour répondre à cette question-là. Après, j'ai eu une autre question. Pourquoi? Il y en a plein, ils m'ont dit, mais pourquoi tu mets pas des chevilles métalliques directement? Déjà, je sais pas si tu as vu le temps que j'ai mis même pas 5 minutes à tout fixer, d'accord? Si j'avais dû rentrer chaque tige avec des chevilles en laiton, que j'utilise hein, aussi dans le béton, hein, mais j'aurais déjà dû serrer une par une mes tiges, vu comment elles ressortent.
j'aurais foutu en l'air mon filetage avec ma pince où il aurait fallu que je fasse un système de double écrou pour les serrer. Enfin, je sais pas si tu imagines le temps. Alors qu'une cartouche de scellement chimique, vu le temps que j'y ai passé, elle est largement amortie. Et en plus de ça, dans du joint comme ça, ciment, enfin joint de parpaing, dans les scellements de parpaing, une fois sur deux, ça tient pas, ça tourne. Là, je sais qu'une fois que mon scellement chimique est pris, je suis tranquille. Mais oui, j'utilise aussi des chevilles en laiton que tu serres plus dans le parpaing, dans la brique. J'ai déjà montré plein de fois, j'utilise ça aussi. Mais après, il faut faire la relation temps passé, produit de matériel. Là, je sais que j'avais fait tous mes percements avec la profondeur qu'il fallait. J'avais préparé tous mes rails. C'est-à-dire toutes mes tiges étaient déjà vissées sur mon rail. Je ne sais pas si tu t'imagines le temps que je gagne à juste mettre le scellement chimique et à pousser mon rail dedans. Terminé. J'ai eu aussi, y en a qui m'ont dit, oui, normalement le scellement chimique, ta tige filetée, tu dois la tourner dedans pour qu'elle prenne mieux. Alors, oui, je suis d'accord, sauf que là, je me prends pas la tête. Je fixe un tube de 22 et un tube de 14 sur un rail. Donc, même s'il n'est pas pris de ouf, j'accroche pas un chauffe-eau. Si j'accrochais un chauffe-eau, je pense que j'aurais fait différemment. Maintenant, je reste persuadé que quand tu pousses, quand tu fais un trou d'une certaine profondeur, 5, là j'avais fait une profondeur de 5, quand tu mets totalement ton produit dedans, d'accord, ton trou est rempli. C'est-à-dire que quand tu pousses ta tige filetée, tu es bien d'accord que le produit monte, c'est comme si tu poussais comme une seringue. Moi, quand je dois mettre une tige de 8, je perce en 10. Je mets toujours un diamètre au-dessus. Quand tu vas pousser, le produit, tu vas le pousser à l'intérieur, puis à un moment donné, il va vouloir sortir. S'il veut sortir, c'est qu'il monte légèrement en pression et qu'il va vraiment aller se prendre. Là, tu vois bien, il est pris sur tout le filet, tu vois. Et à l'intérieur, c'est exactement pareil. Donc pour moi, il n'y a pas de réelle différence de la faire tourner ou pas. Je sais que les fabricants te le disent, que quand tu rentres ta tige, il faut que tu tournes légèrement pour que ça prenne ton filet entièrement. Alors, pour sceller un gros truc, je l'aurais fait, mais alors pour serrer juste un collier avec un tube, franchement, ça fait largement le boulot. Et pour répondre à certains qui ont une bonne vision, oui, je l'ai enfin utilisé, mon petit sac Veto Pro Pack. Je suis en train de me familiariser. En fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de me sortir les outils que j'utilise le plus souvent. Donc là, hier, j'ai commencé à le faire. Je l'avais mis nu à côté de ma caisse. Tous les outils que j'ai sortis régulièrement hier, en fait, je les ai mis de côté et je les ai rangés. Et au fur et à mesure, je vais faire ça, en fait. Donc cette caisse-là, c'est les outils que je vais utiliser tous les jours, que je vais mettre dedans. Et dans mon autre caisse, ce sera plus marteau, burin, enfin, tu vois, les gros marteaux, le burin, les pinces que tu n'utilises pas tout le temps, que tu utilises quand même, mais que tu utilises beaucoup moins. Mais non, il est top. Ce petit truc pour mettre le mètre, mon niveau. Là, je suis en train de voir, tu vois, là, tout ce qui est pince PVC, j'utilise, coupe-tube. Mais je suis en train de trier tous mes tournevis, vraiment pour mettre mes pinces que j'utilise le plus souvent. Mais au niveau finition, c'est top, franchement, c'est hyper rigide, tu vois, tout est rigide. Là, tu as une carcasse en plastique, donc tu vois, tu n'as pas de déformation, c'est pas souple comme certains sacs qui peuvent l'être trop souples, moi j'aime pas. Je cherchais vraiment un truc qui fasse pro, qui fasse qualitatif. Et là, franchement, je l'ai acheté depuis le 5 décembre. Donc, autant te dire, et je l'utilise que maintenant. Mon maître qui commence à faire la tête là. Mais non, top. T'as plein de trucs partout. Tu peux mettre tes crayons si tu veux, que t'as en plus. T'as une petite boîte. Alors, la petite boîte, je ne sais pas encore à quoi je vais m'en servir. Mais si, j'ai mis mes mines de Pika. Tu vois, dedans. Mais je sais pas si je vais la garder ou pas, ou si je vais la virer. Ça, je vais voir. Pour moi, faut voir si je m'en sers ou pas. Bon, j'ai posé les petites fixations pour accrocher mon tubiro. Et donc, c'est ce système-là, hein, je te l'ai déjà montré. Tu perces, tu frappes. Donc, tu as un clip qui est déjà dessus. Tu frappes, tu l'enlèves, tu mets ton tube et tu serres. Donc ça, c'est si tu es dans du plein, donc tu vois, comme une embase à Colson, tu vois, tu as un petit système cranté que tu rentres quand tu es sur du plein. Là, je suis sur du plein, donc ça, c'est pas gênant. Et quand tu es sur du creux, genre style placo, tu as la petite cheville, tu perces en 13, tu mets ça dans ton placo et tu fais pareil. Tu tapes ça et ça tient super bien. Et après, tu clipses ton tuyau dedans et puis tu viens mettre, hop, ton petit système comme ça. Voilà.
Alors faut pas le faire 15 000 fois parce que si tu le fais trop, après il se barre. Ouais, je te disais parce que j'arrivais pas à le clipser à une main, mais il faut pas l'enlever, le remettre parce que sinon après le petit clip à l'intérieur il tient plus. C'est pareil si tu dois forcer sur ton tuyau, il faut pas que tu le clipses. Si tu vois, tu dois mettre ton tuyau et essayer de le redresser un peu quand tu as un cintre ou quoi, tu mets tout, tu fais ta préparation de tube et vraiment à la fin tu clipses. Bon, donc là, la seule solution que j'ai trouvée pour les condensats, donc ça c'est les évacuations de condensats. Là ici j'ai un gros massif béton, sinon il aurait fallu poser une pompe à condensat alors que j'avais un regard juste derrière, tu vois. Ici j'ai un regard d'égout, juste là. Donc en fait ce que j'ai réussi à faire c'est à percer en biais et à tomber dans le regard. Franchement nickel. Donc j'ai passé un tubiro, tu vois il est là, il est ici, là. Il faut juste que je le nettoie, que je rebouche un petit peu le trou. Mais en gros ce que j'ai fait c'est qu'avec une longue mèche, avec mon gros piqueur, j'ai percé en biais. Et j'ai réussi à tomber en plein dans le regard. À passer ici pour pas me gêner, pour que mon tube de chauffage puisse passer. Donc ici je l'ai chauffé, je lui ai fait un petit casse avec le décapeur thermique. Je suis remonté et là je me suis fait une petite rallonge d'emboîture où j'ai chauffé celui-ci, j'ai rentré le tuyau d'évacuation. Et puis je me suis pris dessus. Voilà. Et pour la maintenance, pour l'entretien, en gros, je me suis fait un truc, c'est que ici je déclipse là, là ici est bien pris, et là je le sors. Si besoin. Tu vois. Tout est dans le sens de l'écoulement. Donc là c'est nickel. Hop. Et je remets mon petit tuyau. Nickel. Après tu l'orientes pour qu'il se mette bien. Tu vois. Tu l'orientes comme ça. Pour qu'il soit propre. Et puis ça va faire l'affaire. Bon, ça, je voulais montrer ça, c'est pas mal. J'utilise pas toujours ça, mais franchement, j'utilise dès que je peux. C'est Wallraven qui fait ça. L'intérêt, c'est qu'en fait, tu peux mettre ton écrou rail. Tu vois, tu as un système dessus qui permet de te le maintenir. Donc, une fois qu'il est clipsé, donc là, tu vois, je le déclipse. Attends, je vais te montrer. Je le déclipse, hop. Voilà, je le reclipse. L'avantage, c'est qu'avec la petite goupille en plastique, ça le maintient. Tu peux l'orienter où tu veux. Et à la fin, tu serres. Le seul inconvénient, et pourquoi je ne les mets pas tout le temps, c'est qu'en fait, une fois que c'est serré, je ne sais pas pourquoi, une fois qu'il est serré, si tu n'as pas besoin de le retoucher, c'est pas gênant. Par contre, si tu dois le redesserrer, et bah des fois, c'est la tige, tu vois, celle-ci qui se met à tourner plutôt que ton écrou qui se desserre. Donc en gros, enfin, je sais pas si je suis clair. C'est que une fois que tu as serré, tu vois, t'as serré ton écrou bien comme il faut à fond, que tout est bien mis. Si tu veux redesserrer avec ta clé pour rebouger ton collier, et ben en fait c'est ta tige, plutôt que ce soit ton écrou qui se dévisse, c'est ta tige qui tourne et qui se dévisse. Et donc en gros j'ai des décalages après, enfin je trouve ça chiant. Donc si tu les utilises, tu t'es sûr de ta fixation, tu les serres, c'est nickel. Là aujourd'hui je suis sûr que je vais pas les redesserrer. Mais je trouve ça un peu chiant, c'est juste pour ça. C'est qu'en fait, comme ta tige filetée, elle est pas, tu vois, elle est pas poinçonnée sur ta partie plate. C'est juste le petit système plastique qui la maintient. Et en fait, bah, elle peut se desserrer. Elle peut se desserrer. Bah, regarde, tu vois. Regarde. Regarde. Je te mens pas. Tu vois, rien qu'avec le doigt, je peux la desserrer. Donc forcément, quand tu desserres, bah, c'est ta tige qui vient, quoi. Pour moi, Wallraven, là, il faudrait faire un petit truc, c'est mettre un coup de poinçon ou je sais pas. Mais c'est vrai que parce que sinon, j'utiliserais que ceux-là parce que je trouve qu'ils sont très pratiques. Ils se tiennent, tu peux les mettre comme tu veux. T'as pas besoin de tenir et serrer ton écrou, ça se tient tout de suite sur ton rail. Donc ça, pour ça, c'est top. Par contre, voilà, le petit plus qu'il faudrait améliorer, c'est que la tige ne tourne pas sur la partie plate et qu'on puisse les desserrer et les resserrer comme on veut sans être sûr. Enfin, en étant sûr que la tige filetée, elle va pas se desserrer, quoi. Et que ce soit bien l'écrou qui se desserre et non pas la tige qui tourne. Bon, pour ceux qui me demandent quel collier j'utilise, je prends assez souvent des colliers de chez Wallraven. Pas toujours, je prends chez OEG aussi, mais c'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Ils sont un petit peu plus chers. Donc voilà, tu vois, par exemple, celui-là, il fait du 20 au 23. C'est du M8.
L'avantage un peu de cela, c'est que déjà tu n'as qu'une vis au lieu de deux. Et bah tu vois, hop, tu la mets comme ça. Et après, tu as juste à appuyer. Et après, tu finis ton serrage au tournevis. Donc ça, ça c'est quand même pas mal. Tu vois, tu as une sorte de petit cran à l'intérieur qui te permet d'appuyer et de vraiment finir que au tournevis la fin. Tu n'es pas obligé de visser toute ta vis. Donc ça, c'est pas mal. Bon, bah ça avance, hein. Ça avance. Ça commence à prendre forme. Bon, encore un avantage de souder à l'étain, c'est que là tu vois, j'ai mon fourreau qui sort du mur pour mon gaz. Et ben j'ai pu souder ça et ça sur place sans cramer mon fourreau à l'étain. Voilà. Donc certes c'est du gaz, donc oui le gaz se soude aussi à l'étain, hein. Sinon sur les certificats gaz il ne serait pas marqué brasure tendre, hein, pour tous ceux qui me disent que c'est interdit. Et il faut juste un pourcentage d'argent dedans, ça doit être 5 ou 6% minimum d'argent dans l'étain, mais sinon voilà. Mais tu vois, même quand tu es là à ras d'un mur, bah, il suffit que tu chauffes. Alors tu chauffes pas ici, tu chauffes ton coude là, tu chauffes ton coude et puis à un moment donné, ton coude va être suffisamment chaud, tu mets 2-3 gouttes d'étain, terminé, c'est soudé. C'est la vie quoi. Bon, regarde comment je suis bien installé. Ma petite cintreuse REM, son pied, mon petit rouleau pour mettre ma barre. Alors ce qui est cool c'est que j'ai de la place, hein, c'est pas toujours le cas. Et en plus de ça, je suis trop content, j'ai trouvé du cuivre qui fait pas de cacahuètes. C'est nickel. Nickel de chez Nickel. Je l'ai trouvé chez Chauffamat pour ceux qui sont dans le nord là, du côté de l'Équin, tout ça, Fretin, l'Équin, tout ça, il y a Chauffamat et Chauffamat vend du cuivre et le cuivre ne fait pas de cacahuètes. Donc il est légèrement plus cher que les autres, mais la qualité est là. Et encore des fois, faut voir combien vous l'achetez. Mais non, on voit que là, je vois le 22, j'avais plein de cacahuètes avant. Et voilà. Alors là, je fais ça parce que je me repique sur l'ancien réseau et en fait ça reste en eau et quand tu soudes à l'étain et qu'il y a de l'eau, tu as toujours un risque. Mais sinon sur de l'ancien, tu peux aussi trop piquer et souder à l'étain. Mais quand tu as des risques d'eau, parce qu'il y a de l'eau qui va retomber de là, il y a de l'eau qui reste dans ce tuyau-là, donc là je me prends pas la tête. Je sertis, c'est beaucoup plus sûr. Et après je repars à l'étain. Bon, et sur cette chaudière-là, l'avantage c'est qu'en fait, tes robinets ils sont cachés. C'est-à-dire que quand tu es en face comme ça, tu vois pas tes robinets, ils sont en dessous. Par contre, pour aller serrer les écrous ici, c'est un peu galère. Donc il existe une clé de chez eux, hein, c'est Earthly qui me l'avait filé il y a longtemps de ça. Et tu viens serrer. Attends, je vais serrer plus à la main. Hop. Voilà, une fois que tu es contre, tu serres le tout. Voilà. L'avantage c'est qu'elle est inclinée. Donc tu peux serrer tous tes écrous. Et après pour l'autre côté c'est pareil, tu en as une plus grosse. Tu viens ici. Hop. Et voilà. Parce que là quand tu l'as pas, celle-là, c'est une galère. Mais en fait c'est dû au fait que tu ne vois pas les robinets. Bon allez. Test de pression sur le coffret que GRDF n'a même pas scellé. Le truc il tient même pas. C'est honteux de voir ça. De toute façon GRDF c'est vraiment les... Ils te font des leçons de morale. Oui vous êtes pas au nord, nanana. Et puis derrière ils font de la merde. Ça me gave. Je suis pas le seul à le dire de toute façon. Bon ça c'est bon. Donc ça tu connectes une petite réduction qui est fournie avec ta valise. Tu connectes ton petit flexible. Hop. Tu ouvres ta vanne. La petite poire. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Jusqu'à ouais, tu vois, 30. Voilà. Et là elle redescend parce que j'ai pas fermé ma vanne en fait. Clac. Là, je ferme ma vanne. Je mets mon indicateur. Et dans 10 minutes, on verra ce que ça donne. Bon, fin de journée. Ce que je vous ai pas dit, ouais, si je vous en ai parlé ce matin, là j'ai changé la chaudière.
Donc là, mon associé est venu me déposer, j'ai fait l'échange et puis il est reparti avec. Bon, je vais te montrer un peu l'avancement. Alors, tout le gaz est fait, il est sous pression. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille voir quand même, parce que je suis pas retourné voir. Donc là, le gaz, c'est tout bon. Tac, ça passe là. Là, il y a la flotte. Donc là, j'ai repiqué la flotte ici. Donc je me suis mis à assertir comme je te montrais tout à l'heure. Ici, je passe là. De là, on file tout droit. Hop. Là, deux cintres, deux petits casques pour rattraper le mur. Et puis, là pour l'avancement, là pour l'instant c'est ça. Donc je me suis mis un robinet de service, toujours pratique dans une petite chaufferie. En plus, j'arrivais en fin de barre, donc ça m'a servi de manchon. Et puis, non, c'est bien. Remplissage juste après. Donc là, ce coup-ci, deux vannes clapées. Je mets toujours pas de disco, hein, pour ceux qui me poseraient la question, parce que les discos, ça pisse tout le temps, ça me gave. Ça me saoule, les disconnecteurs, ça me gave. Ça fuit tout le temps, faut une vidange, machin, et au final, c'est pas plus efficace qu'un clapet anti-retour et deux vannes. Après, demain, il faudrait que je mette aussi la potence. Tu vois, c'est une potence non équipée de chez Thermador. Donc ça, c'est pas mal, petit test, je vais essayer ça, jamais essayé. Donc j'ai pris ça. Et puis mon petit vase de chez Reflex. J'aime beaucoup cette marque. Sincèrement, j'aime beaucoup cette marque. En plus, ils sont gris, ils sont beaux, je les aime bien. Et puis, non, franchement, j'aime beaucoup cette marque. En tout cas pour les vases. Après, donc je mettrai ça en place demain. Ici, j'ai commencé à me faire mes deux baïonnettes pour le chauffage. Je vais avoir mon pot à bout ici, mon départ là, enfin le retour, départ, le pot à bout ici. J'ai fait mes petits bouts de cuivre pour repartir des deux filetages avec 2-3 pièces en 28. Et puis, parce que j'étais en 1 pouce, donc je me suis mis en 28. J'avais des chutes de 28 à la boîte. Donc j'en ai profité. J'ai mis deux petits bouts de 28 de 20 cm et après de réduction 28-22. De là, il faudra que je remette 2 T pour repiquer les deux radiateurs qu'ici, quand je vais couper là, je vais remettre 2 T en laiton, je vais repartir en cuivre. Donc là, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, j'ai mis en place le thermostat, donc ça va être ma régulation et je vais pouvoir faire ma programmation horaire. Donc ça va pas prendre la température, ça va fonctionner sur une loi d'eau. Ça veut dire que en fonction de la température extérieure, elle enverra une certaine température dans les radiateurs. Mais ici, je pourrais quand même gérer un abaissement. Je te montrerai un peu si j'ai le temps au niveau de la régule. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, en gros, tu as deux possibilités. Soit tu prends la température sur le thermostat et sur l'extérieur, elle fait une moyenne et elle s'adapte tout le temps. Ou sur des configurations comme celle-là dans des écoles, où tu peux pas mettre un thermostat dans chaque pièce, tu fonctionnes sur une loi d'eau. C'est-à-dire que tu dis à la chaudière, quand il fait tant de degrés dehors, tu envoies tant de degrés dans les radiateurs. Donc voilà pour ça, et ça permettra quand même de faire de l'abaissement. Donc programmer les horaires où il y a des enfants qui sont là et les week-ends, voilà, pas chauffer, etc. Enfin bref, je te montrerai ça demain si j'ai le temps. Qu'est-ce que j'ai à te dire d'autre? Ouais, j'ai tiré tout ce qui est câble, cap thermostat, son extérieur, le tubiro, je l'ai mis jusque là. Alors ouais, il y en a qui me disent ouais, tu peux pas t'empêcher de chauffer. Ouais non, je me suis fait une petite baïonnette à chaud. Je fais un petit cintre là-bas. Bon ouais, après on s'amuse comme on peut. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ouais, ici demain je vais mettre ça ici, voilà, pour protéger au moins la remontée. Alors il y en a ils m'ont dit oui, tu mets pas un deuxième. Je sais pas, franchement, faut que je regarde si j'ai vraiment l'obligation de le mettre ou pas. Sincèrement, je sais pas vous dire. Faudrait que je revérifie parce que les normes elles changent tout le temps. Donc je vais voir. En tout cas là j'en ai un, donc ça celui-là c'est sûr que je vais le mettre et après je vais revérifier pour être certain que je sois pas obligé d'en remettre un. Mais sinon pour moi voilà, l'utilité de ça à 1 mètre c'est vraiment de protéger le tuyau pour pas que les enfants agrippent le tuyau quoi, tout simplement. Donc ouais, ça commence à prendre forme, je suis content, franchement je suis content, ça se passe bien, j'adore faire ça en plus, franchement ça c'est vraiment le boulot que j'aime beaucoup faire ça. Alors quand tu es tout seul, c'est un peu chiant parce que des fois pour mettre les barres droite, gauche, machin, pour que ça se tienne, bon c'est un peu plus chiant.
Mais bon, après, de toute façon, ils vont bientôt revenir. Donc ça va aller mieux. Mais en tout cas, voilà. Il y en a qui me disent des fois, ouais, c'est quoi que t'aimes le plus, que tu dis que le sanitaire t'aimes pas trop. Bah en fait, ouais, moi c'est vraiment faire ce genre d'installation, que ce soit chez le particulier, là, pour des écoles, pour des... un peu tout le monde, quoi. Mais non, non, ouais, c'est le chauffage. Moi, j'adore le chauffage, franchement, je trouve j'adore ça. Après, il y en a qui adorent le sanitaire, hein, je crache pas sur le sanitaire, mais entre guillemets, ce que je préfère le plus, c'est voilà, c'est de faire ce type d'installation. Et pour terminer, franchement, je crois que je vais bientôt plus répondre aux questions sur l'étain parce que c'est un truc. Je crois il y en a, ils ont monté un syndicat, tu vois, de l'anti-soudure à l'étain, quoi. Je pense que en fait, le problème qui se pose avec l'étain, c'est que à chaque fois qu'on me dit oui, t'as pas le droit, oui, ça fuit, machin, quand je vous renvoie un message en vous disant est-ce que t'as déjà soudé à l'étain? Non, mais on m'a dit que ça fuyait, donc j'ai jamais fait. Ben alors pourquoi tu me dis que j'ai pas le droit et pourquoi tu me dis que ça fuit? T'as jamais essayé? Si ça existe, c'est que c'est qu'il y a une raison. C'est sur les certificats gaz, il y a écrit que tu peux souder à l'étain. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter d'écouter tout le monde. Et il y en a plein, ils disent oui, l'étain, l'étain, l'étain. Mais putain, mais arrêtez avec ça. C'est un truc, ça fait, mais depuis que je suis apprenti que j'entends des conneries pareilles. Donc franchement, je vous le dis, si vous ne me croyez pas, achetez deux GCU, une barre de 14, vous soudez les deux GCU à l'étain, vous mettez à pression à 10 bars, 15 bars, et vous verrez, ça pète pas. Donc arrêtez avec ça parce que c'est ouf, c'est ouf. Ou alors créer un syndicat, je sais pas, faites quelque chose, mais je pense que vous avez des choses à revendiquer sur l'étain ou mais franchement, c'est un truc de dingue. C'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, je voulais vous le dire. Et je crois que ouais, pour tous ceux après, les questions que je vais avoir à chaque fois sur l'étain, ouais, t'as pas le droit, machin, je crois que je vais plus répondre parce que c'est fatigant d'entendre surtout que en fait au final quand tu poses des questions et que tu essaies de comprendre pourquoi, et ben en fait il a jamais essayé. Donc essaye et puis tu verras. Mais sincèrement, côté pratique, enfin, je dis pas que c'est bien pour tout, mais purée, mais enfin moi je trouve c'est Romain qui était chez moi avant, que vous avez connu, hein, il avait jamais soudé à l'étain avant, il était un peu sceptique, il avait entendu des trucs, machin. Et là, je te garantis que je suis sûr que s'il fait la plomberie chez lui ou s'il fait des trucs, je suis sûr qu'il soude à l'étain. Enfin, je suis même pas sûr, je suis certain. Et il est convaincu de ça et il trouve que c'est génial aussi. Donc, franchement, ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages, je vous le dis. Après, moi, j'ai rien à vendre. J'ai pas d'étain à vendre, j'ai rien à vendre. Mais je vous le dis, avant de vous faire une raison, essayez au moins avant de me dire que c'est nul et que ça fuit alors que tu n'as jamais essayé. Non, non, sincèrement, il fallait que je le dise parce que là, franchement, j'en avais trop marre. Bon, allez, je vous dis à demain. De toute façon, demain, on se retrouve ici. Si j'ai un peu le temps et que j'arrive à finir assez tôt, ce qui serait pas mal, en plus, j'ai un dépannage. J'aimerais bien te faire quelques petites explications. Si tu as des questions particulières sur l'install, pose-les moi, j'essaierai d'y répondre demain. Ou en message privé, peu importe. Mais surtout, n'hésite pas. Mais pas de questions sur l'étain. Allez, à demain. Ciao. Bon, salut à tous. Alors, je vais répondre à quelques petites questions concernant ce que j'ai eu hier. Alors, je vais faire un petit rappel là-dessus. Concernant le remplissage, j'ai quelques personnes qui m'ont dit attention, et c'est vrai que c'est pas faux, de toute façon ils ont raison. Quand vous êtes en pompe à chaleur et que vous avez un calipac, si jamais vous êtes contrôlé pour qu'il regarde l'installation, ça, c'est motif de retrait d'habilitation calipac. Alors, c'est pas une habilitation, enfin, si, tu perds ton agrément parce qu'ils estiment que c'est pas correct. Alors, on va être clair, hein. Ici, en général, on est à 3 ou 4 bars. T'as une première vanne qui coupe, un clapet anti-retour, une deuxième vanne qui coupe. Et ici, en général, on est entre un bar et un bar 5 de pression. Donc même, en fait, le clapet, il est surtout fait si... Le clapet sur le chauffage, en gros, le disconnecteur, en gros, le principe, c'est si jamais ton réseau de chauffage est encore en eau à 1 bar 5,
que tu fais des travaux sur ton installation sanitaire, que tu as vidangé ton install, que tu n'as plus de pression, tu n'es plus à 3 bars, et que par inadvertance tu ouvres les vannes pour remplir ton chauffage, c'est pour que ton eau de chauffage reparte pas dans ton eau sanitaire. D'accord? Et donc le disconnecteur, un vrai disconnecteur, c'est un double clapet. Donc tu as un clapet à droite, un clapet à gauche, et tu as une vidange au milieu. C'est-à-dire qu'il laisse passer l'eau dans un sens, par contre, dans l'autre sens, il ferme le clapet là, il ferme l'autre clapet, et ce qui est au milieu s'auto-vidange. Voilà. Et donc, en gros, il n'y a aucun risque que l'eau de chauffage se mélange à l'eau sanitaire. Mais clairement, là-dessus, il n'y a vraiment quasi aucun risque. Donc la seule raison pourquoi j'en mets pas, c'est parce qu'en fait les remplissages pour chez le particulier qui sont pas très chers en fait, un disconnecteur, un vrai appareil de mise pour remplir une installation de chauffage sur une grosse chaufferie qui coûte assez cher, ça marche très très bien. Ça, y a pas de souci parce que c'est voilà, mais c'est hyper cher. Par contre, quand tu mets ça chez un particulier, bah, c'est des trucs un peu moins chers et ces trucs-là, dans le temps, ils marchent plus. Quand ton client il veut re-remplir son installation parce qu'il manque un peu de pression, et ben en gros ça se met à couler, donc ils ont peur, donc ils re-remplissent plus, et puis toi tu es obligé d'y aller parce qu'il te dit que ce que tu as mis ça fuit, donc il faut le changer, etc. Donc en fait c'est pour ça. Maintenant, si vous avez l'attention ou si vous êtes Calipac, surtout vous amusez pas à faire ça parce que vous allez avoir le retrait direct de l'habilitation. Donc en gros, c'est clair, hein, je suis conscient que je suis pas dans les vraies normes. Euh, et de toute façon, je le dis, hein, je vous l'ai dit ouvertement, c'est pas un problème, c'est juste un problème pour moi technique. C'est que en gros, techniquement, c'est quelque chose qui dans le temps ne fonctionne pas bien. Alors que ça, franchement, on va être clair, hein, on a une vanne, un clapet, une vanne. C'est-à-dire que tu as une première vanne qui empêche que l'eau passe, tu as un clapet entre les deux qui empêche que l'eau puisse repasser si jamais ta vanne fuit, et tu as encore une deuxième vanne au-dessus qui t'empêche que l'eau passe. Donc autant te dire que si ton eau elle passe de chauffage dans ton sanitaire, c'est vraiment que tu n'as pas de chance, quoi. Mais bon, ça peut arriver. Et c'est pour ça que c'est obligatoire, c'est que ça peut arriver. Voilà. Mais c'est quasi improbable. Bon, après, pour répondre à une autre question où tout le monde va se dire, mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est pas aux normes. Il y en a, ils me disent, oui, pourquoi tu mets pas de neutraliseur de condensat? Alors, la chaudière condense, c'est une chaudière condensation. Les condensats de chaudière là-dessus sont légèrement acides. Et donc, normalement, tu es censé mettre un sorte de filtre qui récupère les condensats, qui neutralise l'acidité, donc c'est-à-dire qu'il te remet le pH de l'eau à 7 à peu près en moyenne, un pH neutre, et après tu peux le rejeter à l'égout. Donc normalement c'est ce qui est théoriquement obligé d'être fait sur une chaudière à condensation. Maintenant, moi je le fais pas parce que j'ai eu pas mal de déboires là-dessus sur des vidanges qui se bouchent. Alors quand tu as une vidange qui déboule directement sur un regard ou un truc comme ça, c'est moins gênant, ça a moins tendance à se boucher. Par contre, sur une partie horizontale de 2 ou 3 mètres, j'ai eu quelques petits déboires chez des clients où l'évacuation s'est carrément bouchée avec ce truc-là. Et puis, sincèrement, on va être clair, ton eau qui sort de là est légèrement plus acide, enfin, est légèrement en dessous de 7 de pH. Par contre, avec tous tes produits lessiviels que tu jettes, que ce soit lave-vaisselle, machine à laver, etc., qui lui a un pH beaucoup plus élevé, très clairement, ça se neutralise quasi instantanément. Donc pour moi, c'est de la broutille, ces trucs-là. C'est sur de la grosse puissance, je veux bien, et sur de la grosse puissance, j'en ai mis et j'ai eu des gros problèmes de PVC bouché. Là, c'était encore pire parce qu'en fait, ça condense tellement que l'encrassement de la tuyauterie est beaucoup plus rapide. Donc voilà pourquoi j'en mets pas. Alors peut-être que j'ai eu une mauvaise aventure, hein. J'ai toujours mis les mêmes neutraliseurs de condensat, j'en ai pas testé d'autres, donc ça je peux pas vous dire si c'est le produit que j'ai utilisé qui fait que ça a pas fonctionné, mais clairement, moi on est artisan, on n'est pas beaucoup, on gère tout le SAV, donc tous ces pannes là qui te prennent un temps de dingue, bah tu t'en affranchis. Quand il y a des trucs qui te causent des pannes de merde comme ça, moi clairement j'ai pas envie. J'ai pas envie de clients qui soient insatisfaits. J'ai pas envie qu'un client il me dise ah bah ouais votre truc que vous m'avez installé là, que vous m'avez fait payer en plus, le truc qui bouche mes canalisations. Va bien.
Donc voilà, et c'est pareil pour un disco. Le disco, je suis clairement d'accord avec vous, c'est obligatoire normalement. Mais il y a obligatoire et il y a que le client, s'il peut plus remplir son installation de chauffage parce qu'il a peur, parce que ça coule, et que tu es obligé de te déplacer, ben clairement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors j'ai vu, il y en a certains qui m'ont donné d'autres marques de disco, je vais peut-être essayer. Je vais peut-être réessayer pour essayer de me remettre un peu dans le droit chemin, comme on dit. Mais enfin, franchement, je suis pas convaincu de ces modèles-là qui sont pas très très chers et j'ai pas envie de mettre des sommes astronomiques déjà dans mon devis pour être aux normes, pour qu'il y ait un vrai disconnecteur qui marche. Donc c'est un gros dilemme. Donc ouais. Mais si jamais j'en trouve un, je vous le dirai. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai essayé plusieurs marques, ça ne marche pas. Et neutraliseur de condensat, j'en ai essayé qu'une marque. Donc s'il y en a qui en connaissent, qui me disent que ça marche, mais ouais, j'ai pas forcément envie de réessayer l'expérience en fait. Bon, je suis en train de couper les tuyaux là, je vais les refilter. Et regarde, tu vois, quand je te dis, il y en a plein, ils me disent ouais, pourquoi tu dis que les purgeurs, bah regarde, les purgeurs ça fuit tout le temps. Et regarde ce que ça peut faire, tu vois. Là, il était en train de bouffer l'acier. Il était peint à la base, hein. Et en fait, à force de fuir, il coule, il se stocke dans l'isolant et il bouffe ton acier. Et ça, un jour, ça pisse. C'est pour ça que j'aime pas du tout les purgeurs comme ça. En fait, tu peux les mettre, mais pour moi, j'appelle ça des purgeurs de mise en service. Alors déjà, pour moi, un purgeur qui est dans l'alignement d'une tuyauterie, ça sert pas à grand chose parce que la bulle d'air, elle va jamais se dire en passant, ah tiens, il faut que j'aille là. La bulle d'air, elle va filer tout droit, elle va pas aller dedans, hein. Donc en gros, c'est quand tu mets en eau ta tuyauterie sans que ça circule, oui, je suis d'accord, ton air, il va purger une grosse partie de ton air de ta tuyauterie, mais après, tu fermes et tu récupères tes purgeurs. Tu mets des vannes. Quand tu fais une install, que tu as, par exemple, tu veux mettre des purgeurs à un endroit, tu peux le faire, mais mets des vannes, c'est des purgeurs de mise en service. Moi, ce que je fais sur mes installs, c'est, je vous l'ai déjà dit, je mets des vannes, j'installe des purgeurs comme ça, je mets en eau l'installation, donc ça se purge et tout, nickel. Je laisse tourner quelques semaines ou quelques jours, ça dépend. Et après, je repasse quand j'ai le temps ou un an après. Un an après, c'est pas gênant, ça va pas fuir au bout d'un an. Mais je viens et quand je repasse, je ferme les vannes et je démonte les purgeurs. Et je les enlève. Et je les récupère et je les mets sur un autre chantier et ainsi de suite. Mais clairement, laisser un purgeur comme ça, sans vanne. Alors il y en a, ils vont me dire oui, mais t'as des clapets anti-retour intégrés. Ouais, bah quand tu le desserres sous pression, je te garantis que le clapet il marche pas. Donc ça marche pas. Donc t'enlèves le clapet, tu mets une vanne, t'installes ton purgeur. Je vais te montrer tout à l'heure, je vais le faire. Si ça passe là avec la hauteur, si ça passe, je te montre comment je vais faire. Mais pour moi, j'appelle ça des purgeurs de mise en service. C'est comme dans une chaudière, le purgeur de la chaudière, il ne doit être ouvert qu'à la mise en service. Tu le laisses tourner une petite année si tu veux, ou quelques jours. Ça dépend si tu reviens après ou pas. Mais après, tu le fermes. Surtout, n'importe quelle chaudière, n'importe quelle marque, c'est un purgeur de mise en service. C'est pas un purgeur que tu laisses ouvert tout le temps. Une fois que tu as purgé, que tu as mis en eau ton install, voilà, c'est bon. Tu laisses ouvert un petit peu, tu laisses tourner un peu quand tu fais tes réglages et tout. Et après, tu fermes. Et normalement, et là je suis en train de regarder, c'est que normalement sur chaque installation de chauffage, tu devrais avoir un vrai séparateur d'air sur chaque installation. Et pas un petit purgeur comme ça. Un vrai séparateur d'air sur l'installation. Et je suis en train de regarder ça parce que c'est aussi important. Avec AD, on en a pas mal discuté, etc. Et voilà, il n'y a pas que le pot à bout, il y a aussi l'air dans l'installation qui est super importante à enlever et qui doit être supprimé régulièrement. Donc d'où l'intérêt du séparateur d'air. Et un séparateur d'air, c'est pas un petit purgeur comme je viens de te montrer. C'est pas ça un séparateur d'air. Il y en a, ils disent ouais, mais c'est bon, il y a des petits purgeurs sur la chaudière. Non, non, c'est pas ça un séparateur d'air. Ça marche pas. C'est pas du tout le même principe. Allez, c'est parti. Filetage. Peu de graisse. Une main, c'est chaud. Allez, c'est parti.
Bon, tu vois, d'où l'intérêt, parce que hier je l'ai récupéré et j'avais perdu légèrement. Donc je me suis dit, bon, c'est tout, je vais le refaire ce matin. Et en fait, j'ai reperdu légèrement. Et en fait, j'ai resserré un écrou au niveau de la chaudière. Et là, je suis stable. Donc tu vois, c'est vraiment l'intérêt de faire ça, c'est que tu peux vraiment tester toutes tes microfuites. Avec ça, en étant à 30 ou 40 millibars, ça suffit. Hein. De toute façon, normalement, le test c'est 30. Je mets 30, 40, ça dépend. Là, je l'ai testé à 30, je l'ai testé à 40, ça n'a pas bougé. Donc voilà. Mais tu vois, d'où l'intérêt de le faire, c'est que si les gars ils viennent te mettre en route ton compteur et qu'ils tournent légèrement, et c'est mort. Ils te le coupent et ils te le mettent pas en route. Et puis ça permet de voir que tu as une microfuite quoi. Donc c'est vraiment, vraiment pratique ça. Bon, je suis perché là-haut là, un peu en équilibre parce que j'ai pas envie de traverser le placo. Donc là, tu vois, c'est ça le système là que j'ai fait. Donc là, j'ai fait le filetage sur l'acier là tout à l'heure. J'ai mis un thé en laiton, j'ai mis un démontable en 3 pièces, pas de joint, hein, vous savez, j'aime pas les joints. Et ce que je te disais, c'est que j'ai mis une vanne purgeur. Donc une fois que j'aurai mis en service, je vais ouvrir, ça va se purger, etc. Je vais ouvrir le petit bouchon, ça va se purger, ça va purger la colonne. Une fois que ça sera tourné une petite heure ou deux, je vais fermer et je dévisse mon purgeur. Alors là, je suis vraiment tout pile poil, pile poil, pile poil. J'espère que je vais réussir, ouais. Et tu vois, il y a un petit joint torique avec. C'est les Flamco, ça, que j'utilise assez régulièrement, pas que ça, mais les Flamco, ils vont pas trop mal. Un petit joint torique, donc pas besoin de faire de filasse, tu l'enlèves et tu le récupères pour un autre chantier. Et si un jour il y a un souci, tu peux quand même faire une chasse où tu remets un petit coup de purgeur. Mais le problème, c'est que de toute façon, ça ne va servir qu'à la mise en service pour vraiment enlever toute l'air qui va être dedans. Mais après, la micro-bulle d'air ou la petite bulle d'air qui va rester coincée ici, c'est pas en mettant un purgeur ici que tu vas réussir à l'avoir. Hein. Ça, c'est clair et net. Ce sera soit de servir de cette vanne en mettant un flexible avec un seau et faire une grosse chasse. Enfin voilà, mais clairement, ça c'est vraiment pour moi des purgeurs de mise en service. Après, tu les fermes. Si tu vas pas avoir de soucis, après il y en a, ils vont me dire oui, moi je les laisse, ça marche bien, j'ai pas de fuite. Écoute, continue comme ça. Hein, mais moi je te dis que moi qui gère le SAV, j'ai pas envie d'avoir une fuite. Le plus souvent les purgeurs, tu les mets là où ils se voient pas de trop. Donc les clients, avant qu'ils se rendent compte que ça fuit, t'as déjà ton placo avec une auréole comme ça. Donc surtout que j'ai un placo ici en dessous, ça aurait pu être un plafond, un plancher bois, ce que tu veux quoi. Donc voilà pour ça. Putain, je suis vraiment pile poil, pile poil, pile poil. Hein. Bon, faudrait pas fallu 2 mm de plus. Et hop, voilà. Tac. Je laisse fermer pour l'instant et je les ouvrirai quand je ferai la mise en service. Et tu vois, isolant non fendu, ça va super bien, tu vois, ça épouse bien. Même là, j'ai mis 2 coudes à souder là pour m'y remonter. Et tu vois, je les ai mis là. J'en ai mis un bout là, un bout là, un bout là. Enfin, le bout là, je l'ai laissé ici, tu vois. Et une fois que j'avais soudé, j'ai repoussé ce petit bout là. Et là, j'aurais plus qu'à rajouter 2 petits bouts fendus à cet endroit-là, collés avec la colle néoprène. Mais au moins, dans le coude, j'ai pas de jonction. Tu vois, c'est l'avantage, quoi. Et ça se décollera jamais dans le coude. Et ici, comme il n'y a pas de résistance mécanique, il sera collé sur la longueur, il se décollera jamais avec la colle néoprène. Donc voilà, franchement pas mal le petit isolant non fendu. Puis là, tiens, je vais te montrer celui-là. Attends, parce que je veux pas que je tombe. Celui-là, je le prends aussi chez OEG. C'est Armaflex qui fait ça et c'est en couronne. Donc là, par exemple, tu vois, tu as 35 mètres de 15, donc tu peux aussi bien t'en servir pour du 16 que pour du 14. Et c'est en rouleau. C'est pas mal aussi, ça va bien. J'ai acheté des longues barres de 2 mètres aussi chez Le Galet parce que j'avais pas mal d'isolants à faire et puis voilà, j'en utilise tout le temps pour isoler mes tuyaux de chauffage.
Mais celui-là est bien pratique quand tu vas faire des petites installs, des trucs comme ça, que t'as pas trop de place. Ça va bien, hein. Et puis quand tu as des grandes longueurs de 2 mètres, enfin bref, tu peux le dérouler sans jonction. Donc non, pas mal du tout aussi. Chez OEG je le trouve, mais je pense que tu peux le trouver ailleurs aussi. C'est Armaflex. Bon, je me suis acheté un petit truc de chez Milwaukee pour faire mes trous au plafond. Parce que j'ai des VMC à faire et là j'ai 3, donc je vais essayer parce que j'ai une ventile à faire là pour le local. Et donc je te montre déjà un peu à quoi ça ressemble et je te montrerai une fois comment on le règle après. Mais ça va de 51 à 178 pour faire des trous. Donc déjà pour faire des trous de VMC et tout, c'est top. Et c'est surtout que tu vas pas prendre plein le fringue plein la tête puisque quand tu perces au-dessus, et ben en fait c'est les petites le couvercle qui va te récupérer toute la poussière. Tu règles ton écartement, tu vois, 102, 140, 150, 178. Tu règles ce que tu veux et après tu perces. Et normalement ça le fait. Donc je vais essayer ça. C'est parti. Bon ben ça marche pas mal, hein, ça marche pas mal. Regarde. Alors je l'ai fait au-dessus avant et en dessous après pour pas devoir, pour pas que quand je perce au-dessus tout tombe. Mais là tu vois quand t'es par le dessus, et ben tu récupères toute la poussière. Je suis pas sale, tu vois, ou très peu. Et franchement, là j'ai fait un trou en 114. Donc non, franchement pas mal. Bon petit produit en plus c'est sur du placo coupe-feu, donc quand même relativement dur. À voir sur du BA13 normal, mais le coupe-feu il est très dur. Donc franchement déjà ça coupe pas trop mal avec du coupe-feu. Donc à mon avis avec du BA13 normal, ça doit rentrer comme dans du beurre quoi. Donc en gros de ce que j'ai compris, tu l'enlèves de ta visseuse, tu appuies ici, tu enlèves là. T'as une main, c'est juste la grosse misère. T'enlèves. Ah! T'enlèves le forêt en fait, t'enlèves ça, t'enlèves le forêt, ce qui te permet de pouvoir régler ce que tu as besoin, tu vois. Donc là, par exemple 102, tu te remets 102 de l'autre côté, tu remets ton forêt dedans, tu le mets dedans, voilà. Et après, tu renfiles ça. Non, tu renfiles ça. Ouais, désolé, mais franchement, tout seul, c'est la galère. Voilà, tu renfiles ça comme ça, tu as ton important bout, tu mets sur ta visseuse et puis tu fais ton trou. Il y a un système de ressort en fait, je sais pas si tu vois. C'est que tu vois, quand tu appuies, ta coupole elle va plus ou moins s'enfoncer en fonction de la profondeur que tu as besoin, ce qui va faire que ton couvercle va toujours plaquer au plafond et tu n'auras pas de poussière, toute la poussière va tomber là-dedans. Donc non, pour faire des trous au plafond chez des clients quand tout est fini, ou faire des spots, faire des VMC. Quand je vois des VMC en 125, là, celle que j'ai à faire au cabinet, ça va être juste royal, quoi. Ça va être royal. Franchement, à voir dans le temps, mais déjà l'idée est vraiment top, quoi. Ça aussi, il faut que je vous en parle. Lui, il a 10 ans. C'est un Virax. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, il est petit, mais il est super pratique à trimballer parce que moi, j'aimerais bien, c'est en retrouver un plus gros que je laisse à l'atelier quand je fais des préfabrications. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu chiant d'avoir un tout petit comme ça. Par contre, à trimballer sur le chantier pour souder, pour couper une tige, être à hauteur, tu vois, avoir tous ces trucs à hauteur, et ben franchement, il est top. Il est top. Il fait 70 sur, je sais pas, peut-être 50, un truc comme ça. J'ai mis un petit étau dessus, pas très cher. Et franchement, c'est top. Je le rentre quand même, sans le replier, je le rentre dans le camion, je le sangle. Et dès que j'ai un chantier où je vais rester un peu de temps, et ben je le prends. Je commence à vraiment prendre l'habitude de prendre régulièrement parce qu'au final, nous on est toujours à genoux, sinon on bricole toujours à genoux, on pose toujours notre tube sur la caisse, machin. Donc ça, un petit établi comme ça, c'est super pratique. Donc là, tu vois, il prend pas de place. C'est ça qui est bien, c'est que je le charge. Après, j'ai l'avantage d'avoir mes sangles. Là, tu vois, mes sangles avec mes fixations latérales sur les rayonnages. Donc c'est un crochet, je me croche là où je veux. J'ai une sangle à cliquer. Là, c'est pareil, je peux aller
le crocheter là-bas, le crocheter là, je peux le crocheter ici, je peux le crocheter là, j'en ai mis partout. Et donc c'est un crochet en gros qui vient se mettre dedans. En gros c'est ça, hein, si je te montre, hop, je la déverrouille. Voilà. Et c'est un petit crochet comme ça. Donc tu te mets à la hauteur que tu veux, tu redescends, tu te mets là, tu retends ta sangle, tu serres et c'est bon. Donc pour mettre les chaudières, pour accrocher des ballons, j'en ai deux comme ça, j'en ai une autre juste à tirer, tu sais, c'est pas à cliquer, c'est juste tu tires, elle reste bloquée. Non, franchement ça va bien. Bon, ça y est, c'est terminé. Donc c'est pas en service puisque en fait comme le gaz n'est pas comme là, il faut que je fasse une attestation sur l'honneur comme quoi l'installation est conforme. Parce que ça marche comme ça en ERP pour ouvrir le gaz et après ils viendront mettre le compteur gaz. Donc j'en ai profité parce que j'ai vu qu'il y avait des têtes qui étaient grippées et je voulais les changer et ils m'ont dit non c'est pas dans votre prestation, c'est Cofeli qui va gérer parce que c'est Cofeli qui va reprendre tout ce qui est entretien, chaudière, etc. C'est pas moi qui vais faire le SAV sur cette chaudière. Mais bon, c'est comme ça, c'est vu et c'est des contrats avec la mairie, tu peux rien y faire. Donc voilà, alors il y en a plein qui vont me dire ah t'as pas mis de pot à bout de chez AD. En fait il me reste un stock de chez Coroxil. Alors d'ailleurs pour ceux qui travaillent avec Coroxil, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent avec Coroxil, ils ont eu, je sais pas si tu te rappelais, je posais les pots à bout avec un pot transparent bleu. Et ils ont eu des gros soucis avec ces pots là qui perçaient en fait, alors c'est vrai que j'en avais changé 2 ou 3 mais je m'étais dit bon c'est tout, c'est un défaut, c'est pas grave. Et ils nous ont rappelé en disant il faut les changer parce qu'on a des gros soucis, ils pètent en fait. Et c'est vrai que chez un client j'en ai eu un qui a pété et l'eau s'est déversée un peu partout. Je pensais que c'était le client qui avait mis un coup dedans, mais en fait non, c'est que le pot avait un défaut. Donc maintenant ils nous demandent de remplacer par des pots, enfin des couvercles noirs. Donc voilà, pour la petite info. Alors c'est vraiment pas pour ça que je ne vais plus travailler avec Coroxil, hein, parce que Coroxil c'est des bons pots à bout, hein, c'est pas le problème, c'est juste que clairement j'ai trouvé mieux chez AD. Donc il m'en reste encore 2 ou 3 en stock, donc je vais les poser chez les clients. Là je vais me servir de la désemboueuse de chez AD la prochaine fois pour nettoyer le réseau, parce que là j'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas de chaudière, il n'y avait rien, tout le réseau était coupé. Donc ça je le ferai avec la petite désemboueuse de chez AD. Mais voilà, une fois que j'aurai fini mon stock, on va basculer chez AD parce que franchement je m'y retrouve beaucoup mieux. Je trouve qu'il c'est bien adapté pour brancher ta désemboueuse. Voilà, il y a plein de choses, plein d'avantages que j'aime bien et donc c'est pour ça que je vais passer chez eux. Mais pour l'instant, je finis mon stock de pots à bout de chez AD, tout en sachant qu'en plus je vais pas faire l'entretien ici, donc je vais certainement pas leur mettre du super matos de ouf, alors que je vais pas venir faire l'entretien. Après, pour ici, ça c'est pour faire mon rinçage. Donc j'ai fait un piquage sur le départ et j'ai mon piquage sur le pot à bout pour vidanger mon retour si besoin. Et je me suis mis une vanne comme je t'ai expliqué, un robinet de puisage pour limite me brancher et faire des rinçages si besoin. Et d'ailleurs ça va me servir. Donc voilà pour ça, mais la prochaine fois je te montrerai tout, hein. Je brancherai la machine là, il n'y a rien qui est en eau puisqu'ils vont venir changer les têtes, donc je leur ai dit franchement profitez que j'ai pas mis en eau, vous changez les têtes, ce sera beaucoup plus rapide, donc ils vont faire ça, donc ils vont le faire par Cofeli. Ah oui, j'ai testé la petite potence et franchement en la montant je me suis dit mais en fait j'y trouve pas mal d'avantages sur cette petite potence non équipée, donc elle est vendue non équipée, t'as rien dessus, t'as plein de filetage, tu peux en faire ce que tu veux. Et donc moi l'avantage que j'y trouve là c'est que, je sais pas si tu te rappelles, je mets toujours des vannes, mais avant je mettais des vannes à purge, c'est à dire que je pouvais fermer, purger ici, il y avait de l'eau qui coulait. Ce qui était pas mal. Mais en posant cette potence, je me suis dit, mais en fait, attends, je vais plus être obligé déjà de mettre des vannes à purge qui sont plus chères, parce qu'elles sont beaucoup plus chères les vannes à purge. Enfin, en tout cas, moi, je les achète plus chères qu'une vanne normale. Et donc là, j'ai rajouté, donc j'ai mis une vanne. Alors là, j'ai fait un peu le con, j'ai mis un 3 pièces alors que j'ai un démontable au-dessus. J'aurais pu mettre un GCE, mais tout était déjà serré, donc je l'ai laissé, c'est pas bien grave. 2 démontables vaut mieux que pas du tout. Donc, vanne, plus de vanne à purge, écrou démontable, et je me suis remis une vanne au-dessus
qui me sert à la mise en service à chasser l'air qu'il pourrait avoir dans la tuyauterie. Et en plus de ça, je pourrais plus facilement, alors c'est pas moi qui vais le faire, mais de toute façon, c'est pas gênant, sur les prochaines instas, je le ferai. C'est que je me suis dit, mais en fait, attends, là je peux fermer, en mettant une vanne là, je me sers un petit flexible de, tu sais, de 12-17 là, de lavabo, enfin pour rallonger les flexibles de robinetterie de lavabo et des trucs comme ça, de 30 cm. Je visse dessus, je me fais une petite boucle, je le mets direct dans mon seau. J'ouvre, ça veut dire que je fais chuter ma pression, je peux regonfler mon vase tranquillou, en ayant toute l'eau qui part direct dans le seau, je peux regonfler mon vase, et une fois que mon vase est regonflé et tout est remis correctement, je referme ici, je rouvre ici, et j'ai pu contrôler mon vase. Parce que oui, pour contrôler un vase, il faut plus qu'il soit sous pression de chauffage. Je le vois tellement souvent ça. Les gens qui me disent, ouais c'est bon, la pression elle est bonne. Bah ouais, mais si t'as pas fait chuter la pression de ta chaudière... ou de ton installation, si t'as pas de vanne pour couper ton vase, il faut que tu vidanges ton install pour prendre ta pression de vase. Sinon, ta pression, elle va être à ta pression de chauffage, qui est logique. Donc, je préconise toujours une vanne. Là, tu peux purger ton vase, tu peux le regonfler tranquillou, franchement, super pratique. Ici, tu as la possibilité de rajouter soupape mano, mais moi, comme je l'ai sur la chaudière, j'ai la soupape mano, je l'ai pas mis, donc j'ai bouchonné, mais tu peux le remettre. Donc franchement, pas super cher, vachement costaud, pratique pour faire justement le système pour pouvoir contrôler ton vase facilement. Donc gros point fort. Franchement, en le montant, je me suis dit tiens mais attends, j'y ai pensé comme ça et voilà. Et après le petit vase réflexe de 18 litres qui, oui, sur la 35 kg, il n'est pas prééquipé. Et puis de toute façon, sur les chaudières comme ça, les chaudières murales, j'aime pas trop garder les vases de chaudières murales. Je trouve que c'est pas hyper costaud. Ça lâche vite. Le client, ça lui coûte cher quand il faut le remplacer, donc souvent on lui rajoute directement un petit vase de 18 litres qui travaille beaucoup mieux en plus. Donc voilà pour ça. Après, j'ai refait ça. Franchement, ça m'a pris du temps, tu vois, qu'ils aient recoupé trop court là, c'était chiant. S'ils avaient recoupé plus bas, j'aurais pu reprendre juste les filetages et me reconnecter là. Là, j'ai dû reprendre ici, tout en au-dessus, refaire le filetage. Alors j'ai changé les purgeurs, j'ai mis des vannes, etc. Mais ouais, j'ai perdu un peu de temps là-dessus parce que pour moi, je me comptais me prendre en dessous et aller faire le singe là-haut, ça m'a pris un peu de temps. Donc voilà pour ça. Le thermostat, tout est mis, mais ça tu l'avais vu. J'ai passé les câbles et tout, mais ça je te montrerai à la mise en service. Je ferai réglage combustion, désembouage en même temps. Je ferai un VibraClean sur les radiateurs, donc c'est-à-dire qu'avec la perceuse et le manchon vibratif, je vais vibrer tous les radiateurs pour décolmater toute la boue. Je vais mettre le désembouant directement dans la désemboueuse. Enfin tout ça je te montrerai de chez AD, tu verras, ça va être mon premier test de désembouage sur une install que je remets en service, enfin sur un install chaudière neuve que je remets en service. Là j'ai pas le choix que de la connecter sur la chaudière neuve, mais de toute façon tous les retours vont passer d'abord par la désemboueuse avant de rentrer dans la chaudière. Ça va aller. Et voilà, après le réseau ici, tout passe comme ça, voilà, tout est nickel, bien droit. Là on redescend et là c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me l'ont dit et de toute façon vous avez raison, il y a trop de risques que les gamins se coupent, donc et puis de toute façon même la mairie, je leur ai posé la question, ils me disent oui on en veut deux de toute façon, donc dans tous les cas même si je suis obligé ou pas je le fais parce qu'il y a trop de risques de coupure. Faut que je trouve une solution, je l'ai pas fixé parce qu'en fonction de ce que je vais retrouver, je vais peut-être prendre deux plus grosses, je sais pas. Peut-être une plus petite, une plus grosse qui va chevaucher. Je vais essayer de trouver une solution. Et oui, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Ça, c'est rebouché. Donc, c'est-à-dire que tu as un fourreau. Le fourreau, le tuyau passe dedans. Et après, tu dois tout colmater. Alors, tu dois laisser un orifice sur deux ouvert. Puisque si tu fais rentrer un tube dans un fourreau, donc un PVC par exemple, comme là, j'ai fait rentrer un tube dans un fourreau, il ne faut pas que tu silicones les deux côtés pour bouchonner. Puisque si tu as une fuite entre les deux, tu vas avoir une petite accumulation de gaz. Alors c'est poussé, hein, mais un fourreau, ça doit toujours déboucher d'un côté ou de l'autre. Donc c'est toujours avantageux de bouchonner côté intérieur de la maison pour que s'il y a une fuite, ça reparte dans le coffret à l'extérieur. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça doit toujours être calfeutré d'un côté ou de l'autre, au cas où il y aurait une fuite. Et oui, ah tiens, on parle de ça.
Un grand merci à un abonné, tu vois, c'est pour ça que je dis que l'échange il est dans les deux sens, et ça c'est super bien. C'est que, eh ben, il y a un abonné qui m'a fait penser à un truc et que je l'aurais oublié, c'est quasi sûr, parce que j'en fais pas tout le temps et j'y ai pas pensé. Mais c'est tellement logique, enfin c'est logique, de toute façon c'est dans les normes, hein, c'est que là on est dans un local, alors certes la chaudière est étanche, par contre le tube il est dans un, donc il y a une partie du tube apparent gaz qui est dans un local fermé. Et donc, porte fermée, donc j'ai regardé, on a un détalonnage, donc la prise d'air basse, on l'a puisque on est détalonné largement, hein. Par contre, il fallait une prise d'air haute. Voilà. C'est comme si tu faisais passer un tube dans un placard. Soit tu passes un fourreau dans un placard d'un bout à l'autre et tu fais passer ton tube, tu n'as pas besoin de ventiler. Par contre, si tu fais passer ton tube... ouais, ça a coupé. Ce que je te disais, c'est que si tu fais passer un tube dans un placard, soit il est sous fourreau, un placard fermé, hein, je parle, hein, pas un placard ouvert. Soit il est sous fourreau, soit tu dois ventiler ton placard. Parce que en fait, la raison, elle est simple. C'est que si, par malheur, il y a un écrou, enfin un joint qui se dessert ou peu importe, qu'il y a une fuite de gaz, si les portes sont fermées, tu peux avoir une accumulation de gaz. Alors que si tu es ventilé, ton gaz va s'échapper, tu vas déjà pas faire d'accumulation de gaz, et puis tu vas pouvoir sentir que ça sent le gaz dans l'autre pièce. C'est tout simplement la raison. C'est logique en même temps, mais en tout cas un grand merci à lui parce que il m'a fait penser et donc j'ai refait mon fameux trou de ventilation. Au moins je suis sûr, je l'ai fait au plafond, ça se voit pas, c'est nickel. Je verrai avec la mairie s'ils veulent mettre une grille, mais je pense pas. Donc voilà, un grand merci à lui en tout cas. Et dernière petite chose, regarde, là j'ai rebouché mon trou, donc voilà, au prompt, et puis j'ai rebouché mon trou dans le regard, donc nickel, voilà, tout est bon, tout est propre, donc maintenant je peux refermer, tout est fait, il restera plus que analyse de combustion, mise en eau, désembouage. Donc là on va faire un désembouage entre guillemets rapide. On va faire un test à chaud avec la chaudière. Donc je vais pousser la chaudière à certainement 60-70. On va faire un désembouage, vibrer les radiateurs. Et puis rinçage complet. On va faire ça dans la matinée, rinçage complet avec la mise en service et tout, etc. Rinçage complet. Puis injection de l'inhibiteur et à la fin test test pour voir si on a le bon dosage de produit dans la chaudière et dans l'installation pour que tout soit protégé correctement. Et la dernière petite chose, c'est que je vais demander à la mairie qui me ramène comme il y a le tableau au-dessus, je vais voir avec eux qui me ramènent un 6 carré pour mettre à la terre mes tuyaux. Parce que depuis qu'il m'est arrivé ce truc-là, je suis un peu toqué avec ça là maintenant, parce que j'ai pas envie que ça m'arrive une deuxième fois, ce problème là que j'ai eu sur le gros embouage là au bout de 2 ans, juste lié à une mauvaise terre et une mauvaise mise à la masse de l'installation et des tuyauteries. On avait 45 volts dans les tuyauteries, donc forcément ça a foutu un bordel pas possible. Donc voilà pour tout ça. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. De toute façon, vous m'envoyez plein de messages. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté. Clairement, en fait, plus ça va, plus je réponds encore à tout le monde, hein, mais plus ça va et plus ça commence à être chaud de répondre à tout le monde. Franchement, je vous le dis. C'est pas que j'ai pas envie, parce que au contraire, j'ai énormément de mal à pas répondre. C'est pour ça que je réponds à tout le monde. Mais là, ouais, ça commence à faire beaucoup de messages par jour. Alors ça me fait super plaisir, hein, c'est pas le problème du tout. Après, c'est une question de temps en fait. C'est une question de temps. Et voilà. Donc ouais, je suis désolé si des fois ça n'arrivera quasi jamais, hein, mais des fois je peux en zapper un ou j'en ouvre un et puis je réponds pas tout de suite puis j'oublie.
Mais c'est juste que, ouais, rien qu'hier, hier juste, voilà, sur l'étain, sur tout ça, j'ai reçu à peu près 100 messages. En fait, plus ça va, plus le temps passe, plus ça augmente, 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 augmente. Alors, c'est top, hein, mais c'est top parce qu'il y a plein d'échanges, tu vois, regarde, j'ai pu apprendre, enfin, il y a quelqu'un qui m'a fait penser que j'avais oublié un truc, il y en a qui me disent, bah tiens, j'ai essayé des neutraliseurs de condensat, telle marque, j'ai jamais eu de problème, essaye, donc je vais peut-être essayer, enfin voilà. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'il y a un vrai échange. Et voilà, si vraiment des fois vous voyez que je réponds pas, ouais, c'est surtout ça. Si à un moment donné vous posez une question, vous voyez que je l'ai vue ou quoi, et que j'ai pas répondu, surtout le prenez pas mal et n'hésitez pas à me renvoyer un petit message. Et puis j'y répondrai sans aucun souci. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Ce week-end, il n'y a pas de salle de bain, hein, je vous le dis, parce que je vais rendre service à des amis qui sont, on va dire, dans la merde. On peut le dire, c'est clairement le mot. Je te partagerai peut-être quelques trucs demain. Je vais voir ce qui se passe. Je vais aussi voir pour faire une pause de clim aussi chez des amis. Donc voilà, ils ont besoin de moi, donc je vais y aller et puis je vais aller regarder tout ça, voir ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire. Donc ça va déjà me prendre une bonne partie de samedi. Je fais un autre truc samedi, mais si ça match, je te montrerai. S'il y a rien, bah je te montrerai rien. Mais voilà, j'ai le sourire parce que tu verras que si vraiment j'arrive à faire ce que je veux faire, et ben ça va être cool. Et ça fait longtemps que je veux avoir ce truc-là, donc je verrai bien. Je te dirai tout ça si ça le fait. Et dimanche, je pense repos. Donc voilà, il n'y aura pas de salle de bain ce week-end. Bon allez, sur ce en tout cas, encore un grand merci à vous tous hein, pour votre participation, c'est super sympa. Je vous souhaite de passer un bon week-end qui est toujours en confinement et franchement ça commence à être très pesant pour beaucoup, pour tout le monde je pense. Mais voilà, faut tenir le coup, de toute façon on n'a pas trop le choix. Et puis voilà, il faut profiter des petites choses qui font toujours plaisir, essayer de, voilà, de trouver des solutions, des alternatives, des choses comme ça, quoi. Allez, j'arrête. Là, je range, je m'en vais, j'ai encore un dépannage en plus. Allez, en tout cas, un bon week-end à tous et puis peut-être qu'on se reverra ce week-end. Allez, ciao tout le monde.